Nous sommes le jeudi 11 avril 2024 et vous écoutez le 5e épisode de la 8e saison du podcast Faut pas pousser les ISO. Bienvenue sur Faut pas pousser les ISO, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay, j'anime cette émission avec mon ami le journaliste Benjamin Favier. Aujourd'hui, on continue notre série d'émissions sur les montures optiques. Après un premier volet il y a quelques semaines dédié à la monture X, on va s'intéresser à la monture L, développée par Leica et partagée par plusieurs acteurs, comme par exemple Lumix ou Sigma via la L-Mount Alliance. Quelle est l'histoire de cette monture? Quelles sont ses possibilités techniques? Quelles sont les meilleures optiques en monture L? Voilà les questions auxquelles nous allons essayer de répondre avec notre invité Ronnie Student de la boutique spécialisée ipln.fr. Cette émission vous est présentée par Sigma, fabricant indépendant d'objectifs et d'appareils photo 100% fabriqués au Japon. Et ben c'est parti, 5e épisode de cette 8e saison du podcast. Comment vas-tu, Benjamin, ce matin? Salut Arthur, écoute, ça va super, j'ai bien aimé notre émission sur la monture X. Ouais. Donc j'ai hâte là d'en savoir un peu plus sur la monture L parce qu'on a un sacré casting et je parle pas que de Ronnie. Qu'on a le plaisir de recevoir de nouveau. Salut Ronnie, comment vas-tu? Salut les gars, ça va super bien, merci beaucoup. Merci pour cette introduction extraordinaire aussi. J'espère qu'on va développer et intéresser tout le monde sur cette monture L qui effectivement va être riche d'informations. Bon, Ronnie, je vais te représenter une énième fois à nos auditeurs, même si je pense que tout le monde te connaît désormais. Rassure-moi, tu es toujours le directeur commercial d'IPLN avec le site internet ipln.fr et la boutique physique à Lyon, au 17 de la place Bellecour. Ça n'a pas changé. Et normalement, si tout va bien, ça sera encore ça pour de nombreuses années. Mais vous serez informés si par hasard il y a un changement de programme. D'accord. On fera une breaking news, t'inquiète. Émission spéciale. Est-ce qu'il y a, Ronnie, des nouveautés côté IPLN? Alors, on a déjà parlé depuis le début de la saison de votre nouveau programme IPLN Academy. Est-ce qu'il y a d'autres choses? En fait, oui, mais c'est pas forcément des choses qui sont visibles d'extérieur. On travaille sur plein de projets aujourd'hui d'expansion physique avec de nouveaux locaux, avec un studio pour nous aussi qui nous permettra de continuer à créer du contenu toujours plus, toujours mieux et toujours plus vite. Donc ça, c'est en cours. C'est pas forcément visible pour tout le monde, mais c'est en cours. Et après, oui, dynamisme aussi toujours au niveau commercial avec au moment où nos auditeurs vont écouter cette émission, une offre spéciale qui sera en place pour quasiment toute une semaine, qui va s'appeler Power Brother, puisque la veille de la diffusion, ce sera la journée mondiale des frères et sœurs. Okay. Et vu qu'on est 3 frères, vous êtes bien placé sur le sujet. Ouais. Ça s'y prêtait super bien. Donc, je vous invite à foncer sur le site pour voir tout ça. Il y a une DA qui est assez innovante et hyper sympa. Donc, vous m'en direz de nouvelles. Et on espère que vous trouverez chaussures à votre pied. Et dis-moi, j'aimerais que tu reviennes quelques instants sur le système de reprise que vous avez mis en place qui s'appelle Back IPLN. Est-ce que tu peux nous expliquer, enfin plutôt expliquer aux auditeurs comment ça fonctionne? Bien sûr, on est parti d'un constat. Nous, on vendait à Lyon en boutique beaucoup d'occasions et on avait des gens qui voulaient faire évoluer leur système, donc qui venaient, qui ramenaient leur matériel et qui pouvaient soit repartir avec un bon d'achat, soit repartir avec un paiement directement. Et en fait, on s'est dit à un moment donné, pourquoi se limiter, nous, que à l'espace de Lyon, et pourquoi ne pas permettre à des gens qui n'auront pas forcément cette possibilité autour d'eux de pouvoir en bénéficier aussi. Donc on a monté cette plateforme et en gros c'est très simple, tu peux en quelques clics avoir une préestimation de ton matériel. Ensuite, tu as simplement à mettre des photos qui vont nous permettre à nous de contrôler qu'il n'y a pas un décalage en gros entre l'estimation théorique que tu en fais et la réalité. À partir du moment où c'est validé en tant que tel et que le prix est OK pour tout le monde, une étiquette prépayée est envoyée au client. Il a juste à mettre dans un carton bien protégé. Une fois réceptionné à Lyon, c'est testé. On vérifie le bon fonctionnement bien sûr et encore une fois la conformité par rapport à la description qui en est faite. Et de nouveau, on a cette double option de soit pouvoir avoir un bon d'achat, utilisable sur le site évidemment, soit un paiement. Est-ce que tu as une petite garantie là-dessus, une fois que tu achètes sur Back IPLN? Évidemment, la garantie sur les occasions est
à 99% de 1 an. Parfois, lors d'opérations ponctuelles, comme on a pu en avoir là, pendant la semaine du recyclage, on est monté à 2 ans. Mais voilà, c'est quasiment 1 an en permanence. Bon, bah écoute, c'est mortel et c'est quand même vachement plus simple d'utiliser Baki PLN plutôt que de se prendre la tête à essayer de vendre en direct son matériel d'occasion via Le Bon Coin ou Vinted. Ça peut être long, laborieux et pas forcément toujours hyper agréable. Ouais, puis on évite surtout les mauvaises surprises aussi. C'est-à-dire que bon, c'est toujours pareil. Alors, on va pas se le cacher et chacun qui ira faire sa simulation le verra. Et on est pareil sur plein d'autres domaines. On le vend mieux seul que par un intermédiaire. En revanche, Ah oui, mais bon. je vous expliquais la procédure. Dans les faits, cette procédure, elle prend entre 3 et 5 jours, entre le moment où tu fais ta demande, le moment où on reçoit le produit, il est testé. Donc, c'est une sécurité au niveau des utilisateurs qui est clairement supérieure à une vente directe. Enfin, quand tu dis on le vend mieux, tu parles en termes de rentabilité De prix, peut-être, ouais, mais oui, de Bien prix, sûr, oui. bien sûr. il y a la pénibilité derrière. Ah, il y a la pénibilité, il y a le tri des offres, il y a les potentielles arnaques. Enfin, on en Ouais. connaît tous énormément. Mais voilà, c'était pour dire qu'on essaye de faire quelque chose qui soit au plus juste de la réalité avec ce qu'on voit. Un jour, il faudra qu'on fasse, Benjamin, une émission entière sur comment vendre et acheter du matériel photo et vidéo d'occasion. Il y a beaucoup de choses à raconter. Ok, allez, on commence l'émission comme d'habitude avec le Flash Actu. Cette semaine, dans le Flash Actu, Viltrox propose une optique à portrait bon marché. Lumix met à jour ses S5 II et S5 IIX. Et enfin, le festival Circulation revient pour une 14e édition. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Viltrox, constructeur d'optiques chinoise, lance une nouvelle optique autofocus pour hybride APS-C, un 56 mm f1.7. Équivalent donc à un 85,5 mm, il se destine en premier lieu aux amateurs de portrait. Il est composé de 11 éléments répartis en 9 groupes avec 4 verres ED et 3 verres HR. La distance minimale de mise au point est de 55 cm, ce qui lui confère un grossissement maximal de 0,11 fois. L'objectif est particulièrement léger avec environ 170 grammes sur la balance et compact avec 6,5 cm de long. Attention, il n'est pas protégé contre les intempéries. Et à noter qu'il intègre sur sa monture une connexion USB-C pour réaliser d'éventuelles mises à jour de firmware. Le Viltrox AF 56 mm f1.7 sera proposé prochainement au prix de 131 € et décliné dans un premier temps en monture Nikon Z et Fujifilm X. Lumix met à jour ses hybrides S5 II et S5 IIX via un nouveau firmware. Au programme, beaucoup de nouveautés. La possibilité d'enregistrer en vidéo en simultané un fichier proxy à faible débit. La possibilité d'uploader directement sur frame.io, le cloud collaboratif d'Adobe, en Wi-Fi ou USB des photos RAW JPEG et des vidéos proxy. Une amélioration de l'autofocus avec une reconnaissance des voitures, des motos et des yeux des animaux. Un nouveau mode de stabilisation vidéo élevé pour des séquences capturées en mouvement, ainsi qu'une correction de la distorsion et des perspectives. Et enfin, un nouveau mode pré-rafale qui conserve entre 0,5 et 1 seconde de photo avant le déclenchement. Le firmware 3.0 du Lumix S5 II et 2.0 du Lumix S5 IIX sont déjà disponibles gratuitement sur le site internet de Lumix. Et enfin, pour terminer, le festival européen Circulation dédié à la jeune photographie, porté par le collectif Fetart, revient au 104 à Paris pour une 14e édition. Cette année, pas moins de 24 artistes de 14 nationalités différentes seront présentés avec un focus tout particulier sur la jeune photographie ukrainienne. Nous avons rencontré certains artistes de cette édition, ils nous parlent de leur exposition. Hi, my name is Marina Brodowska. I'm artist and photographer from Ukraine, and I present in my work, which is called I Joke the 4 I Am. This is basically the series. It's based on my experience of living in work during the first days of Russian war in Ukraine, and it became my shelter. And this is a surreal series, but it's about actually beauty and fragility of life. And I want to transfer this feeling of this shifting from the context of normal life to life in war.
Je m'appelle Luna Maou et ici je montre un travail qui parle du logobi, qui est une danse qui est née à Châtelet, qui est un mélange de coupé-décalé et d'électronique. Il y a très peu d'archives sur cette danse et j'essaye avec des captures d'écran, des archives de YouTube et d'Internet de créer nos propres archives sur les communautés noires en France. Je m'appelle Giulia Sidoli, je viens d'Italie. Ce projet s'appelle Working on My Tan, The Ultimate Tanning Guide. Et l'idée de ce projet, c'est de mettre ensemble toutes les habitudes et des conseils pour avoir les bronzages parfaits. Et ce sont des choses que nous, en Italie, moi et mes amis et les jeunes filles italiens, on le fait toujours. Les projets, c'est divisé par avant l'exposition au soleil, donc la préparation. Après l'exposition et des conseils pour faire durer les bronzages plus longtemps. Et après, si tu as suivi tous ces conseils, tu vas avoir des marques de bronzage très marquées, mais que tu peux couvrir avec les vêtements. Bonjour, Jérémy Appert. Ici à Circulation, je présente la série E-Links. Et je me suis demandé en fait pourquoi ces jeunes se retrouvent à une douzaine de mètres au-dessus des flots de la mer Méditerranée et se poussent à sauter toujours plus haut, même lorsque la mer est déchaînée. Et je tente de rendre compte de manière onirique d'un lieu de confrontation, où l'on expérimente ses limites et celles du monde, où l'on tente de remettre en question les lois de la physique et l'on se confronte aux forces de la nature. Peut-être que derrière ces images, certaines images qui sont très hors de l'eau, où le corps est en confrontation, tendu, orgueilleux, après plusieurs expériences, le corps finit par accepter sa finitude et développe une nouvelle présence au monde où il est en union, une présence plus en introspection, où il découvre l'immensité en lui-même. My name is Zhenya Lapti. I'm a photographer from Ukraine. My series about Okolotok, about fake village who lives only children. I shooting children. This is my real village. I lived this village before the war, and then this village was occupied by Russian soldiers and destroyed, and now it's not living. Anyone. I think it's very important because we need people in Europe talk about war more and more because people is forgot. Now people in Ukraine die every day, and we talk about more and more every day, every second. Circulation, ce n'est pas que des expositions, c'est aussi beaucoup d'animations les week-ends, avec des masterclass, des lectures de portfolio, des workshops. Vous aurez aussi la possibilité de passer au studio photo, avec réservation évidemment, et vous faire tirer le portrait par des artistes photographes de renom. Et enfin, le festival a pensé également aux plus petits, avec une exposition à hauteur d'enfant. Le laboratoire photo Whitewall est l'un des partenaires principaux du festival et s'est occupé de la réalisation des tirages d'exposition. On écoute Anne-Claire Deveau, la responsable marketing de Whitewall, nous parler des procédés matériaux et techniques qu'ils ont utilisés pour monter cette scénographie. Cette année, c'est particulier en effet avec les artistes ukrainiens parce qu'on a quand même des séries qui sont très imprégnées par la guerre. On a collaboré en fait main dans la main avec les artistes. Ils étaient ravis qu'on puisse tirer leurs photos et là aujourd'hui on est avec eux et la première chose qu'ils m'ont dite c'était on n'a jamais vu nos tirages imprimés dans des cadres aussi beaux. Et ils sont très contents d'être là, très contents de découvrir en fait le travail que nous on a fait. On a des séries imprimées sur du Chromalux, donc une série en plus très colorée avec des cadres couleurs néon qui font vraiment ressortir cet esprit un peu décalé de la série. On a des tirages sur verre acrylique, aussi bien avec des finitions brillantes, qui fait écho aussi avec la thématique de la série qui est autour du rêve, de la fantaisie. Et puis du tirage sur acrylique mat qui renforce aussi le côté plutôt sombre de la série.
Et puis on a aussi une série, c'est un peu particulier, c'est une des premières fois qu'on fait ça, mais je trouve ça très réussi. C'est une série qui a été en fait tirée sur papier, mais présentée en fait sous un bloc photoplexi. C'est très original parce qu'on n'a pas l'habitude, je pense, de voir ça dans des expositions. On a en fait une présentation sous forme d'étagère murale et avec des tirages en fait qui sont tout simplement posés, qui représentent symboliquement en fait à travers des trous de balles en fait des visages. Circulation, c'est au 104 dans le 18e arrondissement de Paris du 6 avril au 2 juin 2024. Retrouvez toutes les informations sur le site officiel du festival, festival-circulation au pluriel.com. Voilà pour l'actualité cette semaine. Écoute Benjamin, moi je me félicite parce que ça faisait très longtemps d'annoncer une optique avec un prix de 131 €. Je n'ai plus l'habitude de dire ce mot-là quand on parle d'optique. Ouais, et Viltrox, perso, j'ai très envie d'essayer des modèles, hein, notamment le 75 mm f1.2 en monture X. Ou le 27 f1.2 Pro aussi en monture X. Franchement, c'est très intriguant quand tu vois le prix. Je lis des commentaires par-ci par-là, certains tests aussi qui commencent à fleurir, qui sont plutôt positifs parce que c'est des optiques avec autofocus en plus. Donc ouais, c'est très bien, ça bouscule le marché et ça montre que c'est toujours pertinent d'ouvrir les montures, hein. Je crois qu'on le dit suffisamment ici. Puis on va en parler. Voilà. Ronnie, est-ce que vous avez du Viltrox, vous, chez IPLN ou qui diffuse Viltrox en France, qui distribue, pardon? Ouais, nous, on vend Viltrox depuis un bon moment déjà. Et effectivement, tu citais le 75, le 27, qui sont parmi les deux fers de lance derniers. J'ajouterais aussi le 16 mm 1.8 en monture Sony E et le 13, ils ont un 13 mm aussi 1.4 en Sony, en Fuji. Et ils sont vraiment excellents en rapport qualité-prix. Bon, tu citais tout à l'heure, Arthur, le prix très faible sur celui-ci. Mais c'est vrai que là, il y a un rapport qualité-prix intéressant puisqu'on est sur des optiques autour de 500-600 € et avec des très belles ouvertures. Donc franchement, ça vaut vraiment le coup. Bon, Ronnie, tu sais qu'on reçoit beaucoup de revendeurs spécialisés dans cette émission. Et puis, depuis le début de cette saison, il y a une question qu'on pose à tout le monde et tu ne vas pas y couper. Est-ce que, Ronnie, tu as des Fuji X106 à vendre? Et si tu n'en as pas, quand est-ce que tu en auras? Donc c'est-à-dire que l'émission a commencé depuis 15 minutes et tu veux me mettre dans la sauce auprès de tout le monde, c'est ça? C'est pas sympa, hein. Je suis venu de mon plein gré, je rappelle, hein. Quelle est la taille du coffre-fort chez IPLN? Il est grand, le cas échéant, mais il n'y a pas de X100 dessus. Non, malheureusement, on n'en a pas. Je pense que là-dessus, on est tous à peu près pareil. Et je ne pourrais pas répondre à la seconde question, tout simplement parce qu'aujourd'hui, on n'a aucune prévision. C'est-à-dire que pour être totalement transparent pour nos auditeurs, nous sommes informés en règle générale, dans le meilleur des cas, 48 heures avant la réception, des quantités que nous allons avoir. Donc, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, je peux avoir un mail dans 5 minutes qui me dit sous 48 heures, tu vas en avoir tant de cette couleur, tant de cette couleur. Et je ne le sais pas avant cette date de réception. Donc, c'est très compliqué parce qu'effectivement, l'engouement est énorme. On a beaucoup de commandes qui sont en attente et on ne peut que très difficilement donner des informations. Le seul avantage, si j'ose dire, c'est que c'est général, donc un peu à l'instar de d'autres produits qu'on a pu connaître, comme le Canon R7 à son lancement, comme là le 200-800 Canon, où c'est un peu la même chose. C'est très compliqué. Mais je pense que là, on a un lancement quasiment sans précédent dans l'histoire, je pense qu'on peut dire, de la photo. Et est-ce que sur Bac IPLN, vous constatez... je sais pas, une vente de X100T, X100F, X105, du coup? On a eu au tout début pas mal de X105 qui sont très vite arrivés, de gens qui ont du coup anticipé, on va dire, la vente de la Rétro 105 pour essayer de la toucher au meilleur prix. Et je crois que dans les 2-3 premiers jours après l'annonce, on a eu 4-5 X105 et on s'est amusé. Un jour, on en a reçu 3 d'un coup.
et on s'est amusé à faire une petite story sur Instagram. Bon, là, le début de la story était rigolo en faisant croire qu'on avait reçu des 6, mais très vite, évidemment, on a coupé court en disant que c'était des 5 d'occasion. Bon, c'est moyennement drôle, tu me diras. Mais vous les avez vendus quand même. Voilà. Et c'est surtout que j'allais dire que ce qui est marrant, c'est de voir que, alors c'est un lien ou pas, mais dans les 3 heures qui ont suivi la story, les 3 ou 4 produits qu'on avait ont été vendus. Bon. Pour dire que les X105 d'occasion sont partis vraiment très, très, très vite. Et que vos réseaux sociaux sont extrêmement impactants. Effectivement, c'est la deuxième conclusion. Je suis d'accord avec toi. Là, on a la chance d'avoir une communauté qui est assez importante et qui nous suit là-dessus très bien. Ronnie, j'ai une question. J'aimerais avoir ton avis sur un truc. Donc, depuis le début de l'année, Canon est particulièrement discret. Tu n'es pas sans savoir que d'ici quelques mois, les Jeux Olympiques se dérouleront en France. Toujours pas de R1 à l'horizon. Alors, il y a des vagues rumeurs comme quoi il pourrait y avoir l'annonce d'un développement du produit dans quelques semaines. Comment tu analyses ça, bon, nous, personnellement, enfin, Benjamin, je parle en ton nom, hein, ça nous paraît complètement délirant. C'est très étonnant. Effectivement, il y a un flou artistique là-dessus depuis un bon moment maintenant. Le R1, le R5 Mark II aussi, alors même s'il est moins typé sport, mais on peut considérer que c'est un autre boîtier dont on entend parler en rumeur depuis plusieurs semaines et plusieurs mois. Et c'est vrai que c'est frustrant parce que on voit aussi un intérêt. C'est-à-dire qu'on a déjà, nous, aujourd'hui, des gens qui, sans même savoir comment ça va s'appeler, ni sans même savoir qu'est-ce qu'il va avoir, ni sans même savoir le prix que ça va coûter, nous disent quasiment, moi, dès que c'est annoncé, j'en veux un, tu vois. Et du coup, c'est vrai que je trouve que ça devient problématique d'avoir des brides de rumeurs qui fuitent, alors plus ou moins volontairement, mais sans qu'il y ait derrière quelconque information de la part des constructeurs. Et c'est vrai qu'on va certainement recevoir, et on sera tous pareils, là encore, 10 jours ou 15 jours avant, ah bah voilà, super bonne nouvelle, il y a quelque chose qui arrive. Et c'est très compliqué parce que nous, on se retrouve dans une position, encore une fois, en tant que revendeur, où les gens qui viennent nous solliciter et nous demandent des conseils en disant est-ce que j'attends pas, bah, factuellement, comme on n'a pas d'infos, on peut pas leur dire attendez parce que ça peut durer 6 mois, tu vois. Et en même temps, si on leur dit foncez sur le R3 par exemple, et que le R1 il est annoncé dans un mois, on va passer pour des escrocs. Donc c'est toujours très difficile d'être un peu entre le marteau et l'enclume, si j'ose dire, parce qu'on n'a vraiment pas les infos. Et que les gens sont aujourd'hui énormément en demande. Puis avec les trucs de rumeurs, à chaque fois qu'il se passe, qu'il y a un micro-autocollant qui est décollé à l'autre bout du monde, il y a un article de rumeurs qui en parle. Donc c'est toujours très difficile. Et par contre, pour faire patienter les gens, on voit de plus en plus de mises à jour de firmware très costauds, quoi, qui rajeunissent certains boîtiers. Tu vois, genre R5 qui a pris une vraie cure de jouvence. Le Z8, c'est presque devenu un autre boîtier avec la mise à jour. Là, on a parlé des Lumix S5. Toi, en tant que revendeur, comment vous livrez l'info aux clients quand il y a des mises à jour majeures et il y a un boîtier qui peut presque être un nouveau boîtier, en fait, suite à une mise à jour? Est-ce que vous communiquez là-dessus en magasin? Bien sûr, en magasin et en général. C'est-à-dire que on parlait de nos réseaux sociaux. Dès qu'il y a une grosse mise à jour, on est d'accord, hein, c'est pas la mise à jour de tu peux faire, t'as pas 3 secondes de pause, t'as 5 pauses, 5 secondes. On parle de mise à jour importante, quoi. Genre là, l'autofocus sur les S5 ou ce genre de choses. Les S5, la grosse mise à jour Sony qu'il y a eu dernièrement. Par exemple, les mises à jour Canon, on communique sur les réseaux sociaux avec une story ou un post dédié avec un listing des améliorations, avec un lien qui renvoie directement vers l'endroit où on peut le télécharger. On met à jour les fiches produits du site internet avec, là encore une fois, un lien direct vers le site de la marque pour permettre aux gens facilement de pouvoir le mettre à jour. Et ensuite, en magasin, on en parle. C'est-à-dire qu'évidemment, tu as quelqu'un qui te demande un renseignement entre deux produits, puis qui n'est pas forcément au courant de ces mises à jour et qui va te dire oui, mais sur celui-là, il n'y a pas telle caractéristique, ou là-dessus, l'autre est meilleur. Tu vas tout de suite informer en disant attention, je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu une nouvelle mise à jour, ça change tout. Et puis aussi, évidemment, nos clients fidèles que l'on connaît ou qu'on voit passer, à qui on dit purée, vous n'avez pas vu, là, il y a une mise à jour vraiment de dingue, il faut que vous alliez l'y faire. Après, moi, mon analyse là-dessus, c'est que c'est quand même plutôt intéressant et favorable, même si ça semble bizarre ce que je dis, parce que on pourrait imaginer qu'en tant que revendeur, moi, dès que j'ai un nouveau boîtier, je suis content parce que je vais en vendre, évidemment, et je ne vais pas me cacher. En revanche, je trouve que c'est bien parce que ça permet quand même aux gens de casser dans leur esprit cette rumeur, si j'ose dire, qui fait qu'un peu comme dans les téléphones, il y en a un nouveau tous les ans. On le voit en photo, c'est pas vrai depuis très longtemps. Les boîtiers restent
2, 3, 4, 5 ans en gamme sans changer. Donc ça Et on justifie investit dans plus l'optique, facilement. du coup. Alors, on investit dans l'optique, évidemment, mais surtout, ça justifie aussi un peu plus le fait que on a eu des augmentations de prix. Alors, c'est pas forcément directement lié, mais dire à quelqu'un, oui, ça coûte plus cher, mais il y a ça en plus. Et surtout, tu peux être quasiment certain que dans les 2 ans, il va y avoir des mises à jour qui te refont un boîtier. Regarde ceux qui ont acheté un Z8, là, ils viennent d'avoir une mise à jour, comme tu l'as dit, qui transforme quasiment le boîtier. Ils ont payé 0. Et là, je trouve que dans notre métier, on fait partie encore des métiers où la mise à jour et l'upgrade d'un produit qui peut carrément le transformer est encore 100% gratuite. Et ça, c'est important à dire. Bon. Allez, on va conclure le Flash Actu cette semaine là-dessus. On passe à la suite, Benjamin. C'est le moment de ta chronique hebdomadaire, de ta story. Et tu évoques la grande exposition consacrée à James Cameron qui est actuellement à la Cinémathèque de Paris. La story vous est présentée cette semaine par Sigma, une gamme complète d'optiques pour votre hybride plein format en monture L. Avatar, Alien le retour, Terminator, Titanic, Abyss. Derrière ces rutilants blockbusters se cache un véritable artiste. Avant d'être le réalisateur connu du monde entier pour avoir condamné DiCaprio, alias Jack, à mourir de froid, avoir fait de Schwarzy le cyborg le plus cool et le plus terrifiant de l'histoire du cinéma, ou encore mettre le destin de la planète Pandora entre les mains et les pattes d'étranges créatures bleues, James Cameron est d'abord un dessinateur surdoué. C'est le fil conducteur de l'exposition que lui consacre actuellement la Cinémathèque de Paris. Comme Tim Burton, le génie de James Cameron remonte à son enfance. Il se nourrit de BD Marvel, de manuels de science et autres récits de science-fiction, notamment ceux d'Arthur C. Clarke, auteur de 2001 L'Odyssée de l'espace, ou Isaac Asimov, à qui l'on doit des classiques tels la saga Fondation. Il raconte des histoires en peignant, en dessinant avec des crayons Prismacolor pour obtenir un effet cinéma. Psychologie, théorie de l'évolution, fusion homme-machine, autodestruction. Dès ses premiers storyboards ou affiches de films, les thématiques récurrentes de son œuvre cinématographique sont déjà visibles dans des mondes imaginaires peuplés d'extraterrestres et de trouvailles technologiques. On découvre ses productions en tant que maquettiste sur le film New York 97 de John Carpenter. On apprend que c'est dans un rêve qu'il voit un squelette de chrome émerger d'un mur de feu, scène culte finale de Terminator, que c'est sa propre main, et non celle de DiCaprio, qui esquisse le portrait nu de Kate Winslet dans Titanic, qu'il a dessiné les moindres zébrures et textures de peau des fameux navis d'Avatar avant de recourir à la performance capture pour les animer. Les fans seront émus devant certaines pièces de collection, une porte étanche utilisée dans Abyss, l'impressionnante reine alien et le Power Loader, robot de charge piloté par Sigourney Weaver pour expédier le monstre dans l'espace, ou encore la caméra Arriflex 35-2C, modifiée par Panavision et enfermée dans une chambre de dépressurisation, conçue et fabriquée par le frère de James Cameron pour filmer des plans de l'épave du Titanic. Cette exposition nous offre une fascinante plongée dans les coulisses de cet illustrateur de génie qui est parvenu à transposer ses rêves sur grand écran en partant à chaque fois d'un simple crayon. Moi, personnellement, mon film préféré ever de tous les temps de James Cameron, c'est Titanic, que j'ai dû voir 350 fois. Je crois qu'à l'époque, quand il était sorti au cinéma, je l'avais vu 3 fois au cinéma. Enfin, c'était complètement délirant. Bref. Attends, tu sais, dans le même style, petite anecdote sur James Cameron, à l'époque, et ça remonte à peu près aux périodes dont on va parler, et un petit peu avant, quand le film Avatar 1 est sorti, à l'époque, Panasonic venait de lancer les nouveaux écrans de télé qui faisaient de la 3D. Et du coup, nous, on faisait partie des magasins où il y avait un écran de télé Pana qui était posé et on avait les lunettes 3D. Et en gros, on faisait essayer aux gens la lunette 3D. Et en fait, il y avait 2 tests. Le test numéro 1, c'était le film Avatar de James Cameron. Donc, juste pour te dire, il tournait de 10h à 19h toute la journée
pendant, je crois, 6 mois. Donc, si toi, tu as vu 3 fois Titanic, moi, je pense que j'ai dû voir sur la longueur 200 fois Avatar. Et le deuxième test, c'était, tu sais, ils avaient fait une optique 3D Panasonic qui se mettait sur la série des hybrides, justement, et qui permettait de faire de la photo 3D. Et ça, c'était le deuxième test, c'est qu'on le mettait sur un boîtier, les gens faisaient une photo, on leur uploadait la photo sur l'écran de l'ordi, et ils mettaient les lunettes pour regarder. Et c'est comme ça qu'on vendait ces optiques 3D. Voilà pour la petite anecdote sur James Cameron. Excellent. Benjamin, on a jusqu'à quand pour aller la voir, cette exposition? On a le temps, donc très cool. Ne vous ruez pas à la Cinémathèque, surtout pendant les JO. Vous avez... Il n'y aura pas accès à la Cinémathèque pendant les JO, c'est trop près de la Seine. Ouais, voilà, déjà. Mais on a jusqu'à fin janvier 2025, donc ça laisse suffisamment de temps. Et je voulais juste dire un petit mot aussi. Moi, j'ai eu la chance de faire partie d'un parterre de privilégiés, de journalistes accrédités en présence de James Cameron. Je suis très déçu qu'on n'ait pas eu de capsule, Benjamin, de James Cameron. Ouais, je peux te dire, ça va, on n'est pas les seuls. Je pense que la plupart des grands médias français sont aussi frustrés que toi. Il a fait quelques plateaux télévisés, hein, bien sûr, mais il a donné une grande masterclass à l'issue de la présentation de cette expo. Et pendant 1 heure, on peut la revisionner sur YouTube, sur le site de la Cinémathèque. Pendant 1 heure, il a répondu à toutes les questions avec bonne humeur, avec beaucoup d'humour aussi. Et il a été question d'intelligence artificielle. C'était particulièrement intéressant de l'écouter parler de son processus créatif aujourd'hui avec les outils d'intelligence artificielle qu'il utilise. Mais il n'utilise pas d'intelligence générative. Il a toujours recours à du deep learning, du machine learning. Il utilise surtout les ressources humaines et il continue de travailler avec des maquettes, notamment sur ses projets d'avatar. En tout cas, le type est quand même assez fascinant. Moi, c'est pas le cinéaste que je préfère. Je suis plutôt, d'ailleurs, j'aime bien True Lies, moi, dans tout ce qu'il a fait, qui est un film un peu délirant. L'expo, elle n'est pas sur sa filmographie, elle est vraiment sur le processus créatif, comment il élabore un projet. Il y a tous ces storyboards de Terminator, etc. Donc, si vous avez l'occasion, si vous passez par là, allez y faire un tour, ça vaut le coup. Bon, et sans transition, James Cameron égale film, égale cinéma, égale caméra de cinéma, une grosse actualité depuis le début de l'année. On veut ton avis, Ronnie, sur cette info. Qu'est-ce que tu penses du rachat surprise totale, absolue, incroyable de la société Red par Nikon? Est-ce que tu vas te retrouver prochainement à vendre des caméras Red, Ronnie? Oui. Enfin, en tout cas, j'espère. Évidemment. Non, on avait déjà eu quelques demandes avant ça. Alors bon, les contrats de distribution, etc., sont très particuliers. Et puis aussi, ça nécessite vraiment des formations et des mises à niveau particulières pour vraiment maîtriser à 100%. C'est pas juste de dire je mets la caméra sur mon site ou dans une étagère. Il faut vraiment être capable de présenter l'écosystème. Alors oui, mais pour être clair, on a déjà eu par le passé des demandes. Et donc, moi, je sais que si on a la possibilité, de par ce rapprochement, de pouvoir plus facilement les proposer, je pense qu'on sera les premiers intéressés et avec grand plaisir. Et après, pour le reste, tu as cité tous les adjectifs possibles et imaginables qui permettent de décrire, je pense, la réaction que nous avons tous eue quand on a lu cette information. Parce que ça sortait vraiment de nulle part. Le passif ne laissait pas penser du tout que ça pourrait arriver de la sorte. Mais moi, je trouve que c'est hyper intéressant. Et surtout, ça risque aussi d'avoir un rebond favorable pour Nikon, c'est qu'aujourd'hui, et par exemple le Z8, c'est un formidable outil pour faire de la vidéo et je pense qu'il n'est pas utilisé à sa juste valeur et Nikon ne communique que très peu dessus. Et peut-être que du coup, ce rachat permettra dans l'esprit des gens plus facilement d'associer Nikon à la vidéo sous réserve que les prochains boîtiers hybrides Nikon qui sortent soient à la hauteur. Voilà. Bon. Allez, on va clôturer la story cette semaine là-dessus. Merci, Benjamin. Je vous propose qu'on fasse une petite pause, une petite respiration avant d'attaquer la grande discussion de cette émission consacrée cette semaine aux optiques en monture L. On revient dans quelques secondes après une courte publicité. Alors ce nouvel hybride plein format Lumix S5 II, tu en penses quoi? Que du bien. Tu savais que c'est le premier appareil Lumix avec un autofocus hybride à détection de phase et de contraste? Il est très rapide et il capte tout. Des yeux aux animaux, même à 30 images par seconde en mode AFC. Et tu réalises toujours ton court-métrage? Oui, je tourne en ce moment. Avec son enregistrement vidéo illimité jusqu'en 6K, c'était un régal. Il a un vrai rendu cinéma, la colorimétrie est top et le mode anamorphique stabilisé, c'est un vrai plus en tournage. J'ai aussi vu une amélioration impressionnante de sa double stabilisation d'image. Elle compense
parfaitement les mouvements en photo, mais aussi en vidéo. Et je peux suivre mon sujet même en courant. L'image reste stable et mon focus ne décroche pas. En plus, il est très compact et résistant. C'est idéal en tournage. De quoi créer de beaux contenus et exprimer toute ta créativité sans te soucier de la technique. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec Ronnie Studient de la boutique IPLN pour discuter de la monture L. Alors pour commencer, on va parler un peu d'histoire. L'histoire de cette monture qui est naturellement intimement liée à celle des hybrides Leica. Pour découvrir pour la première fois la monture L, qui s'appelait à l'époque la monture T, il faut remonter en août 2014 avec l'arrivée du premier hybride APS-C Leica, le T Type 101. On écoute Stéphane Daniel, le vice-président photo et technologie de Leica Caméra AG, nous raconter la conception de cette nouvelle monture. Oui, le Leica T, en fait, est sorti en 2014, mais le développement de la monture L, ou T, à ce temps-là, ça date il y a bien avant, parce qu'il y avait une question au début, est-ce qu'on peut rajouter de l'autofocus sur la monture M et d'offrir des produits, des objectifs autofocus en départ du M. C'était suivi par une phase de pré-développement et à la fin de cette phase, on a trouvé que le diamètre était trop petit, comment on dit ça, la distance entre le capteur et la baïonnette était trop étendue. Et donc, c'était pas idéal pour rajouter de l'autofocus à la monture M. Et on a dit, il va falloir créer une nouvelle monture. Et le premier produit, c'était prévu avec un capteur APS, mais on a conçu la baïonnette dès le début assez grand pour que ça peut accommoder, héberger un capteur plein format. On a pris beaucoup de soins pendant cette phase de pré-développement et de développement après, que cette monture sera future-proof, entre guillemets. Mais à ce temps-là, on n'a pas eu en vue cette grande ouverture pour d'autres marques. On remercie naturellement Stéphane Daniel pour nous avoir accordé cet entretien et Gaël Gouingagné de Leica France qui nous a permis de l'organiser. Bon, c'est quand même, je pense, plutôt une bonne nouvelle que Leica n'ait pas réussi à mettre de l'autofocus sur ses M parce qu'ils auraient perdu, je pense, leur RAM à l'époque. Si on revient un petit peu en 2014, bon, alors on n'est pas dans les premières années de l'hybride, mais on est encore plus ou moins au début. Le marché de l'hybride est gouverné en quelque sorte par la PSC, à part avec Sony qui a déjà du plein format à son catalogue. C'était quoi les produits qui se livraient bataille en 2014 sur le marché de la photo hybride ? Je crois que nous avions à l'époque, tu disais des pleins formats, le Sony Alpha 7 II. Ouais. Et on avait aussi le démarrage de la série X chez Fuji, avec en tout cas la série XT et le XT1 qui a continué sa course jusqu'à présent, puisqu'on est maintenant au XT5. Et c'est vrai que du coup, on se retrouvait sur des typologies de produits qui étaient complètement différents, pour le coup, par rapport au Leica T. Et c'est vrai que tu dis que l'hybride
démarrait, on va dire, même si c'était pas le lancement. Et c'est vrai que en regardant un petit peu plus, je me suis replongé un petit peu plus dans les différents chiffres. Et c'était rigolo de voir, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on a un peu oublié, de voir comment était à l'époque le marché, comment les hybrides, la part de marché qui était faible, mais qui était en croissance. Et surtout, on commençait à avoir une tendance qui n'a fait que se conforter au fil des années, c'est-à-dire la réduction du nombre de pièces vendues et par contre l'augmentation du panier moyen. Et ça, c'est vrai que ça n'a fait que se renforcer. Et chez Leica, tu vois, t'en parlais, j'ai retrouvé un article daté de 2015, alors une année après le lancement, et qui disait que le chiffre d'affaires de Leica France avait progressé de 17% en 2015. Et je pense que, pour le coup, on peut y voir forcément un parallèle avec la rentrée et le lancement du Leica T. Ouais, et il faut féliciter quand même Stéphane Daniel pour son français, déjà. Oui, c'est vrai. C'est chouette d'avoir des capsules de cette qualité dans notre langue. Et on parle de monture, on parle de Leica, on parle du marché en 2014. Il faut rappeler quand même que pour beaucoup, Leica était la première marque à lancer le premier hybride plein format en 2012. Petite pensée à Bruno. Voilà, à notre cher confrère Bruno, puisque le Leica M type 240 lancé en 2012 était quelque part un hybride plein format en monture M pour le coup. Voilà. Puis 2014, faut se rappeler quand même à l'époque que Nikon n'était pas vraiment dans l'hybride, enfin ils y étaient avec les One, avec le succès qu'on leur connaît. C'était quand même l'année 2014 pour Nikon des réflexes majeurs. Le D750 et le D810, ça date de 2014. Idem pour Canon avec l'EOS 7D Mark II, qui lui aussi date de 2014, et Canon qui était à l'époque en EOS M. Et puis 2014, il y avait encore des Photokina et il y avait encore Samsung sur le marché de la photo. Et il y avait notamment le Samsung NX1 qui était un hybride assez incroyable, parce que finalement, capteur APS-C, 28 millions de pixels BSI, 4K, superbe écran OLED. Enfin, c'est un boîtier qui presque pourrait encore être vendu aujourd'hui avec une petite amélioration du firmware. On en a parlé. Donc, c'était une époque... finalement où il se passait pas mal de choses. On sentait bien que l'échiquier était en train de bouger. Comme quoi, pour rebondir sur ce que vient de dire Benjamin, comme quoi la technologie ne fait pas tout et que le timing est très important. Parce que effectivement, tu parles de Samsung et j'ai été aussi surpris que toi en reprenant les caractéristiques, parce que nous, chez IPLN, alors à l'époque c'était pas IPLN, mais on n'a pas vendu Samsung, très clairement. On est passé à côté, on n'a pas voulu, pour des questions philosophiques notamment. Mais c'est vrai que je me suis replongé dans la fiche, et quand tu dis effectivement capteur BSI, 28 millions de pixels, 4K en 2014, ça semble assez hors du temps par rapport à ce que tous les autres proposaient. Et pour autant, on voit que 10 ans plus tard, il n'y a plus rien. Et aussi, c'est marrant de voir les discours, en tout cas quand on s'en souvient, puisque nous, on les a vécus directement, les discours des différentes marques, et notamment les historiques réflexes comme Canon et Nikon, quand tu leur parlais d'hybride, et là, on est en 2014, mais ça a été le cas encore pendant plusieurs années, où effectivement, ils voyaient ça d'un coin de l'œil, mais presque en disant dans leur tête... De toute façon, ça n'arrivera pas, ça passera pas au-dessus, les réflexes vont continuer, etc., etc. Et quand on voit aujourd'hui, on en est arrivé, moi je trouve que c'est assez marrant pour l'avoir vécu. Et pour le coup, nous, à l'opposé, on a tout de suite pris le pas de l'hybride dès le Panasonic G1, puisque c'est celui-là le premier, on va dire, grand public officiellement. Et du coup, on a vu un peu, on avait ce discours en disant attention les gars, faites attention. C'est en train de changer, le discours des gens en magasin change, on voit qu'ils sont plus intéressés par ça et par ça. Et on avait pas mal de retours négatifs de leur part. Et aujourd'hui, c'est rigolo de voir que tout le monde est à l'unisson derrière l'hybride et qu'en fait, ça fait même plus débat, c'est-à-dire qu'on se pose même plus la question. Mais je suis à 100% d'accord avec ce que tu dis sur le timing, et je pense qu'il faudrait en parler plus souvent. Et juste pour l'anecdote aussi, 2014 est toujours en écho à ce fameux timing. C'est la sortie 2014 du smartphone CM1 de Lumix, qu'on aime beaucoup avec Arthur, qui était un smartphone très stylé, capteur 1 pouce, focale fixe 28 mm équivalent, qui est un formidable outil, peut-être aussi sorti trop tôt. C'est sûr. Alors les choses vont très vite. Donc la monture T arrive en 2014 avec le Leica T. Et dès 2015, soit un an
après, Stéphane Daniel l'a dit, la conception de sa monture était orientée vers le futur et le full frame. Et donc, dès 2015, ils ont lancé leur première hybride full frame, le Leica SL, premier du nom. Et à l'époque, ils avaient lancé 3 optiques full frame en monture L, donc, pour accompagner le lancement de ce nouveau boîtier, des optiques qui sont toujours au catalogue, dont on va reparler un petit peu tout à l'heure parce qu'elles ont des caractéristiques hors normes, notamment en termes de tarifs, à savoir un 24-90 mm f2.8.4 à 90-280 mm f2.8.4 et un 50 mm f1.4. Et ce qui est très étonnant dans toute cette histoire, c'est que passé ce lancement du SL de ces 3 optiques, et absolument plus rien. Plus rien jusqu'en 2018. Aussi bien sur le full frame que la PSC. Du coup, voilà, cette période, elle marque d'une certaine façon, même si ce n'est pas officiel, la fin des hybrides APS-C de Leica. Ça aura duré que 3 ans. Et on peut croire finalement que la messe est dite. Mais en 2018, il se passe quelque chose d'assez incroyable, une annonce fracassante à la Photokina d'une alliance inattendue autour de cette monture, la monture L, qui va absolument tout changer. On écoute Katsuto Yamaki, le président directeur général de Sigma Corporation, nous parler de la création de cette alliance et des enjeux qu'elle représentait pour Sigma. Selon moi, cette alliance doit pouvoir procurer de nombreux bénéfices du point de vue des utilisateurs. The user will be able to choose the wide variety of equipment from this alliance. The unique camera from Sigma. Ils peuvent choisir parmi une grande variété d'équipements, des hybrides uniques de Sigma, des hybrides très authentiques de Panasonic, des hybrides très haut de gamme de Leica et aussi des optiques de ces 3 sociétés. First of all, Panasonic contacted us. C'est Panasonic qui nous a contactés en premier pour savoir si Sigma serait intéressé par rejoindre l'alliance avec Leica. I assume that Leica and Panasonic have been in discussion to form an alliance for a long time. Je pense que Panasonic et Leica étaient déjà en discussion pour former une alliance depuis longtemps. Quand nous avons reçu l'invitation, nous avons pensé que c'était une bonne opportunité pour Sigma. At the beginning of the discussion, there were possibilities to create the brand new mount, if I understood correctly. Au début des discussions, il y avait la possibilité de créer une toute nouvelle monture, si j'ai bien compris. Mais nous avons conclu que la monture L existante de Leica était la meilleure solution pour les 3 sociétés. Actually, we were studying the completely new short flange back mount for our mirrorless camera without considering the forming alliance with other companies. En fait, nous étions en train d'étudier une toute autre nouvelle monture pour nos propres hybrides sans imaginer s'associer avec un autre constructeur. Quand Panasonic et Leica nous ont contactés, nous avons estimé que les bénéfices seraient meilleurs pour les utilisateurs et nous avons décidé de rejoindre l'alliance. The Leica is a licensor and Sigma is just one of the licensees. So now Leica a la licence et Sigma est l'un des licenciés. Leica décide quelle société peut rejoindre l'alliance. I personally believe it's a great benefit for the existing customers or future customers to have more choices for their equipment. Personnellement, je crois que c'est un bénéfice pour les utilisateurs actuels ou futurs d'avoir encore plus de choix pour leur matériel. J'aimerais accueillir plus de marques dans l'alliance tant qu'ils proposent des produits de haute qualité. Sigma has a very important role in the alliance. The first of all is supposed to provide high quality or best quality lenses for L-mount users. Sigma a un rôle très important dans l'alliance. Le premier est de proposer des optiques de haute qualité pour les utilisateurs de boîtiers en monture L. Et aussi, Sigma peut contribuer au développement du système autour de la monture L, car nous proposons des hybrides uniques que Leica et Panasonic ne proposent pas.
For example, Sigma FP and FPL is the smallest and the lightest mirrorless camera in the market today, even today. Par exemple, les Sigma FP et FPL sont les hybrides les plus petits et légers du marché aujourd'hui. Donc Sigma contribue de manière significative, pas seulement sur les optiques, mais aussi sur les boîtiers hybrides. Bon, évidemment, hein, c'est toujours un plaisir d'entendre, d'écouter, et même de lire des fois Monsieur Katsuto Yamaki, qui est extrêmement généreux dans les informations qu'il délivre. On le remercie naturellement d'avoir accepté cet entretien, et on remercie aussi au passage Foucault Prové de Sigma France pour nous avoir aidés à l'organiser. Benjamin, Monsieur Katsuto, il raconte énormément de choses là. Bah, c'est passionnant, mais il faut le dire, hein, c'est rare d'obtenir des infos quand on parle à des gens comme ça très haut placés dans cette industrie, parce qu'il y a souvent des secrets. Mais je renvoie aussi nos auditeurs à la lecture de ce passionnant entretien qu'il a donné à nos confrères des numériques lors du dernier salon de la photo. Donc il livre toujours des choses. Là, par exemple, dire qu'ils étaient en train de travailler avant la formation de cette alliance à trois, qu'ils travaillaient eux-mêmes déjà sur un projet d'hybride sur une autre monture, en fait. Ouais, sur leur monture à eux, comme ils l'avaient fait sur les réflexes à l'époque. Voilà, moi j'étais passé à côté, je l'ignorais, donc c'est toujours ce genre de petite info savoureuse qu'on peut glaner en l'écoutant, lui posant des questions, donc c'est top, quoi. Et puis de savoir aussi, d'apprendre que de manière comme ça claire, que c'est Leica qui décide très clairement de l'entrée ou non d'un nouvel acteur. Ça aussi, je trouve que c'est important. Et de manière générale, ce serait bien que cette triple alliance communique un petit peu plus sur le fonctionnement, en fait, pour que tout le monde soit clair sur le sujet. Bon bah voilà, l'Alliance arrive en 2018, une véritable révolution. Qu'est-ce qui se passe, Benjamin, après cette annonce pour Leica et Sigma ? Ce qui se passe dans la foulée, en fait, c'est qu'il y a le SL2 qui apparaît dans la foulée de l'annonce de la Helmont Alliance. Et puis, il y a toute une batterie d'optiques aussi, Leica, qui sortent. Et surtout, je me souviens qu'à l'époque, il y a Sigma qui annonce l'arrivée future de son hybride à plein format à capteur Foveon, qu'on attend toujours. Et ce qui était complètement dingue, c'est que à l'époque, Sigma a décliné 11 modèles, des focales fixes. Tu te souviens, Sony, à l'époque, c'était des optiques réflexes qui étaient initialement rebadgées en monture Sony E, donc avec comme s'il y avait une bague d'adaptation intégrée, et qui ont été déclinées instantanément en monture L. Ouais, c'était ça. Et d'ailleurs, on a encore des traces de certaines de ces optiques. Et autant la qualité était au rendez-vous, autant le gabarit, c'était impressionnant. C'est-à-dire que déjà, les optiques, genre le 85 1.4, 105 1.4 ou des optiques comme ça, étaient déjà grosses, même pour des réflexes. Mais alors, allongées avec l'équivalent d'une bague pour mettre sur un hybride, c'était assez marrant et incroyable. Du coup, grâce à cette alliance, le Leica SL, puis le Leica SL2 et les Sigma FP et FPL disposent donc d'un parc optique absolument incroyable. Et puis évidemment, dans cette alliance, il y a aussi Panasonic, qui est déjà présent sur le marché de l'hybride depuis longtemps avec la monture micro 4 tiers et qui collabore avec Leica sur une partie de ses optiques et certains de ses produits. Les ambitions de la marque sont très claires. Ils veulent se lancer sur le marché de l'hybride plein format et aller concurrencer Nikon, qui à l'époque a son Z6 et son Z7, et Canon avec son EOS RP. On vous propose d'écouter Toshiyuki Tsumura, le directeur monde Imaging Solutions Business Division de Panasonic, nous parler de l'ambition de Lumix sur ce nouveau marché plein format et de l'importance de la Helmont Alliance. Pour entrer sur le marché plein format, nous avons envisagé diverses méthodes, y compris nos propres montures. However, to provide a wide range and appealing system to customers as a new mount system, there were various hurdles such as the lineup of lenses.
Cependant, pour offrir un système attractif et complet, il y avait divers obstacles tels que la gamme d'optique, et je pense qu'il aurait été difficile pour nous de nous lancer seuls sur le marché. Thanks to the alliance with Leica and Sigma for entering the full frame market, Grâce à l'alliance avec Leica et Sigma pour entrer sur le marché du plein format, nous sommes maintenant en mesure de proposer des produits attractifs à nos clients et nous sommes vraiment reconnaissants envers l'alliance L-Mount. after the introduction of the Lumix S series, the L-mount lens lineup was expanded in a short period of the time. Après l'introduction de la série Lumix S, la gamme d'optiques en monture L a été rapidement élargie. Et le fait que nous ayons pu accroître l'attrait du système est un avantage majeur de l'alliance. I believe that users of the Lumix S series will be able to enjoy great benefits by expanding the L-mount system. Je crois que les utilisateurs de la série Lumix S pourront bénéficier de grands avantages en élargissant le système L-mount, ce qui leur permettra de créer des contenus plus créatifs. Our L-mount lenses are developed with a focus on hybrid use. Nos optiques L-mount sont développées en mettant l'accent sur une utilisation hybride et le meilleur équilibre entre les images fixes et les vidéos a été pris en compte. In addition to still, we also focus on video shooting. En plus de la photo, nous accordons également une attention particulière à la vidéo et nous travaillons au développement en mettant l'accent sur le focus breathing ainsi que sur l'homogénéisation de la taille et de l'ergonomie, comme nous l'avons fait avec la série de focales fixes f1.8, de sorte qu'il n'y ait pas besoin de rééquilibrage, même si vous travaillez avec un gimbal. The other point is that we focus on the customer's total shooting experience and particular about the combination of body and lens. Un autre point sur lequel nous nous concentrons est l'expérience de prise de vue et nous attachons une grande importance à la combinaison du boîtier et de l'objectif. Récemment, nous nous sommes concentrés sur le développement d'objectifs compacts et légers en mettant l'accent sur l'équilibre avec la série S5 II. We will continue to refine our technologies such as spherical lenses and ultra-compact actuators. Nous continuerons à perfectionner nos technologies telles que les lentilles asphériques et les motorisations ultra compactes pour fournir à nos clients des objectifs petits et performants. Thanks to Leica's effort, the L-mount Alliance has expanded its partners to various industries, and the number. Grâce aux efforts de Leica, l'alliance L-Mount a étendu ses partenaires à divers secteurs et le nombre d'entreprises membres de l'alliance est passé à 8. Our ambition is to expand the use of digital cameras not only for photography and video shooting. Notre ambition est d'étendre l'utilisation des appareils photo numériques non seulement pour la photographie et la vidéo, mais aussi pour l'industrie cinématographique, l'industrie de la distribution vidéo et les applications de vision par machine. Nous voulons créer un système soutenu par de nombreux clients, devenant ainsi la monture standard la plus diversifiée de l'industrie. Je pense que l'alliance L-Mount va s'étendre à un large éventail de partenaires grâce à Leica. Le concept de la technologie L-Square est différent car il met l'accent sur le développement conjoint futur de la technologie entre Leica Camera et nous. L'approche actuelle consiste à créer des technologies solides pour l'avenir grâce à une collaboration étroite entre les deux entreprises. Nous souhaitons renforcer nos solutions globales pour les créateurs, donc à l'avenir, nous aimerions étendre notre collaboration avec divers partenaires en plus de la technologie L-Square. On est très chanceux parce que c'est très rare, extrêmement rare d'entendre Monsieur Tsumura s'exprimer sur ces sujets-là. Et donc évidemment, on va le remercier de nous avoir accordé un peu de son temps et on remercie naturellement Mathilde Lécuyer et Jérémy Hoffman qui ont rendu cet entretien possible dans un temps record. Ronnie, c'est une véritable révolution pour Lumix de rejoindre cette alliance et de se lancer sur le plein format en 2019. Ouais, complètement. C'était, je pense, un besoin, une nécessité pour eux, pour l'entreprise, pour aussi leur pérennité, puisque, et encore une fois, le timing et l'avenir aujourd'hui nous dit qu'ils ont bien fait, mais on aurait difficilement pu imaginer une marque comme Panasonic être absent de l'hybride en full frame aujourd'hui. Là où je trouve qu'il a
excessivement bien résumé, et c'est assez rare d'entendre des Japonais sans langue de bois comme ça, c'est qu'en fait, on était sur un système win-win-win, c'est-à-dire que chacun des trois avait quelque chose à gagner. Mais quand je dis à gagner, c'est que Panasonic, par exemple, et il le dit très bien, a profité de la monture déjà existante, ça leur a fait économiser du temps. Bon, forcément un peu d'argent, mais même si voilà, il y a des accords qu'on ne connaît pas, mais déjà du temps. Et aujourd'hui, on voit que le temps, c'est surtout ça qui va manquer. Pareil, Sigma, ça leur permet d'avoir un potentiel de distribution de ces optiques dans cette nouvelle monture en nombre beaucoup plus important, puisque même si Leica était déjà là, de par le prix, ça reste un petit peu élitiste. Les Sigma FP, FPL, c'est un peu des boîtiers qui sont entre guillemets particuliers et moins mass market, alors que Panasonic justement leur ouvre cette porte du mass market avec leur série S. Et enfin Leica, eux ils vont se servir des deux autres pour rentabiliser une partie de la monture qu'ils ont développée, plus permettre aussi à leurs utilisateurs qu'ils souhaitent, et on le voit aujourd'hui, c'est le cas, de pouvoir bénéficier d'optiques de qualité sans forcément, en tout cas s'ils le veulent, aller dépenser des sommes astronomiques sur des optiques, même si voilà, ces optiques sont excellentes et ont des qualités, je pense, qui sont différentes et pas forcément comparables d'une optique en Sigma. Mais celui qui veut un 24-70, aujourd'hui, il va avoir 3 choix et non plus qu'un seul. Donc forcément, c'est bénéfique et c'est là où tout le monde en profite. Oui, puis à l'époque, le choix de Lumix d'aller sur du plein format, il n'était pas non plus si évident que ça, puisqu'il y a d'autres constructeurs qui ont plutôt décidé de ne pas y aller, surtout M-System, qui reste aujourd'hui le seul acteur qui est fidèle à un seul format. Bon, il y a Ricoh aussi, mais Ricoh n'est pas vraiment sur l'hybride. Donc en tout cas, le fait d'être allé sur le plein format, c'était très mûri, c'était très réfléchi de la part de Lumix. Je me souviens d'une interview avec Monsieur Yamane, directeur de la division Image Monde de Panasonic, à la Photokina 2018. En fait, ils avaient élaboré le développement, ça leur a pris 8 ans, et ils sont arrivés avec ces appareils-là. Mais comme tu le dis, Ronnie, le fait d'avoir cette alliance et ce choix en fait varié, ça élargit considérablement le champ des possibles. Mais j'ai juste une question pour toi. Quand tes clients arrivent à IPLN, est-ce que c'est clairement identifié, cette notion d'alliance, quand ils se tournent par exemple vers un S5 ou un S5 II? Alors oui, pour 2 raisons, et dont une plus récemment. Quand tu viens aujourd'hui dans la boutique et que tu te diriges vers la vitrine Panasonic, tu vas avoir des optiques Sigma en monture L qui sont à l'intérieur. Donc déjà, naturellement, tu peux voir que ces optiques-là vont avec les boîtiers. Et non seulement, évidemment, tu peux les essayer l'une sur l'autre, mais surtout, quand tu regardes du coin de l'œil, tu es capable d'avoir un panel rapide de ce qui est compatible. Et encore plus, je le dis depuis maintenant 1 an et demi, bientôt 2 ans, que nous avons développé et ouvert l'autre partie de la boutique qui est plus spécialisée sur Leica, que l'on ne faisait pas du tout à l'époque. Et du coup, on a pu avoir à un même et unique endroit des produits Leica, des produits Panasonic et des produits Sigma. Et là, on allait vraiment... on va pas dire qu'on aurait pu faire un Helmond Store, mais foncièrement, on n'est pas loin de ça. Donc c'était très corner, cohérent. enfin un corner dédié. Vu que c'est une entrée et un local qui est indépendant de la boutique entre guillemets historique dit principale, c'était presque ça. C'est-à-dire que tu as les 80% de l'espace qui est réparti entre l'exposition de matériel Leica, puis Panasonic et Sigma qui va avec. Donc c'est vrai que pour le coup, c'était complètement dans l'air du temps. Panasonic, Leica et Sigma, les 3 membres fondateurs de cette Helmond Alliance, mais une alliance qui s'est développée au fil du temps, notamment avec l'arrivée en 2022 de DJI à l'intérieur de cette alliance, et plus récemment, 2 acteurs incontournables, le premier du monde de l'optique avec Samyang, et surtout, et c'est peut-être là le point le plus important et stratégique en termes de développement, Blackmagic Design, qui a rejoint cette alliance l'année dernière. C'est une révolution, ça aussi, Ronnie, l'arrivée de Blackmagic Design sur cette monture L? Je ne sais pas si c'est une révolution. En tout cas, c'était une nécessité, je pense, d'avoir, là encore, une ouverture sur encore une typologie d'utilisateurs différente.
C'est-à-dire que il y avait avec les S1H puis les S5 II, S5 IIX un côté qui a toujours été très assumé de Panasonic de l'univers de la vidéo, mais qui n'était pas ancré peut-être avec une marque avec une consonance 100% vidéo. C'est le cas aujourd'hui de Blackmagic. Et donc, du coup, ça paraissait très cohérent et un peu à l'instar, alors même si ce n'est pas un rachat de Nikon et Red dont on parlait tout à l'heure, avoir comme ça une double casquette avec une marque plus photo et vidéo et une autre marque qui est 100% vidéo, c'est tout à fait cohérent. Et puis pour Blackmagic, je pense que c'était aussi important d'avoir, là encore, entre guillemets, rapidement et facilement, sans avoir à développer quelque chose, l'utilisation d'une monture complémentaire. Ils avaient eu le micro 4 tiers, il y a eu la PSC avec les montures EF, et donc le full frame en Helmand, c'était très cohérent aussi. Oui, c'est ça. Il faut rappeler que Blackmagic fait partie du consortium micro 4 tiers également, avec Lumix et OM System, donc finalement, c'est très cohérent. Il y avait des passerelles. Alors aujourd'hui, en 2024, force est de constater qu'il commence à y avoir du choix pour les photographes et les vidéastes en monturelle, côté boîtier et surtout optique. On vous propose d'écouter le témoignage du réalisateur et étalonneur Adelin Scioli qui nous explique pourquoi, lui, il a choisi la monture L. Quand j'ai commencé la vidéo et particulièrement l'étalonnage, en fait, le premier boîtier que j'ai eu, j'étais vraiment tout débutant, je venais de découvrir l'étalonnage. Le premier boîtier que j'ai eu, c'était un Panasonic G7. Et si tu veux, ça a découlé de ce boîtier-là. J'ai tellement aimé ce que j'ai eu chez Panasonic, après avec le GH5, le GH4, le GH5, que c'est devenu assez naturel pour moi de passer sur la suite. Donc, en l'occurrence, j'ai travaillé avec le S5 II X beaucoup et avec le S1H, etc. C'est très important pour moi d'avoir cette alliance en fait sur la monturelle. Donc Sigma, Leica et Pana. Sigma, c'est chirurgical, ça marche très bien. Surtout, les photographes sont souvent assez fans de ces optiques-là. Nous, en vidéo, moi, il y a des trucs que j'adore aussi avec les optiques Sigma. Et Pana et Leica, c'est quand même un gage énorme de qualité. C'est vraiment très rassurant. Et en fait, ce que je trouve très intéressant dans tout ça, c'est qu'on a de plus en plus de constructeurs de caméras qui décident d'intégrer en fait cette monture. Et moi, c'est ça que je trouve intéressant par-dessus, même ne serait-ce que la monture. C'est que, tu vois, par exemple, récemment, on a eu une énorme annonce chez Blackmagic avec le full frame, la Pocket full frame en fait de chez Blackmagic. Et donc, cette caméra-là, ils ont choisi d'intégrer la monture L. J'adorerais voir en fait d'autres nouveaux acteurs et des gros constructeurs venir se greffer sur cette monture. Donc justement, effectivement, c'est vrai que je ne l'ai pas cité, mais il y a DJI aussi qui sont en train de se lancer à fond là-dedans aussi. Et du coup, oui, je pense que les acteurs qui m'intéresseraient de retrouver sur cette monture L, c'est tout simplement, tu vois, je rêverais d'avoir des montures RED, des caméras RED, pardon, en monture L. Ce serait génial aussi d'avoir des systèmes plus importants chez Arri, des adaptations, des choses comme ça. Ce serait incroyable d'avoir des systèmes en fait monturels sur des caméras de cinéma, des caméras un peu plus high-end, on va dire. Finalement, moi, je pense que l'avenir pour la monturelle, il est plutôt radieux de ce côté-là. Et il n'y a pas, à part des acteurs un peu plus cinéma, je vois pas vraiment ce qu'on pourrait avoir de plus en monturelle. Bon, Ronnie, si aujourd'hui on veut s'offrir un boîtier en monture L, quelles sont les options qui s'offrent à nous? Alors, on a cité du coup les trois marques, donc Panasonic, Leica et Sigma. Donc, si on part chez Panasonic, on aura principalement le S5 II et le S5 IIX, qui sont encore des fers de lance très récents. Une grosse mise à jour, comme tu le citais au début de l'émission, qui vient d'être faite. Donc, très clairement, voilà des excellents rapports qualité-prix, poids, performance, photo et vidéo. Évidemment, S5 IIX plus accès vidéo, mais le S5 II peut rendre aussi de fiers services. Chez Leica, on a toujours le SL2S, qui reste performant, notamment pour les basses lumières. Et on a le SL3 qui est arrivé il y a de ça quelques semaines maintenant. Qui est une des grosses sorties de début d'année, pardon, ouais. Parce qu'on parle beaucoup d'optique depuis le début d'année. Il y a eu peu de boîtiers, mais celui-là a un peu passé sous les radars, mais il est pas négligeable quand même. Je ne sais pas s'il est passé sous les radars. C'est vrai qu'il est arrivé quand même pas très très loin un peu du X100 et de tout ça où il y a eu un énorme buzz dessus. Et puis comme on est sur un produit qui est plus cher, on se dit qu'il y a peut-être moins de demandes. Aujourd'hui, quand on regarde, et pour nous le distribuer, on remarque qu'il y a quand même un engouement autour de ce produit
Et ce qui est très étonnant, c'est qu'il y a un engouement à la fois de possesseurs de Leica, donc des gens qui avaient des SL2 et des SL2S qui font l'upgrade, parce qu'il y a quand même énormément d'améliorations et de reprises, notamment de marqueurs très forts qu'on avait sur le Q3, on en a parlé ensemble dans différentes émissions, mais qui est un killer, mais aussi du M11. Et on a aussi des gens qui sont justement rentrés dans le système avec du SL3, qui aimait bien justement un peu l'histoire du Q3, mais sans pouvoir changer d'optique, qui se sentait un peu trop limité, qui ne voulait pas aller jusqu'au M, on l'a dit tout à l'heure, qui est, voilà, encore, même si c'est le système iconique, c'est du manuel, pour certains, la visée télémétrique, c'est pas encore très apprécié, et du coup, ils ont trouvé, afin avec ce SL3, l'alliance de... l'authenticité, la qualité, le rendu d'image de chez Leica, mais avec la technologie aussi qui pouvait faire un petit peu plus défaut sur les prédécesseurs. Donc, très, très beau lancement sur le SL3. Qui est le plus défini des boîtiers en monturel à l'heure actuelle. Excuse-moi, pardon. C'est le plus défini des oui, boîtiers en fait. monturel à l'heure actuelle. Avec c'est 61 ça, exactement. millions de Et pour avoir eu la chance de le tester un peu en avant-première avec Leica, les shoots qu'on a pu faire, alors on est dans un environnement très sympa, mais la qualité d'image est assez bluffante, et les 61 millions de pixels sont aussi, et c'est très important, exploitables avec des optiques de qualité exceptionnelle, puisque, on en parlera plus tard, dans toutes les optiques, elles montent. Mais moi, j'ai voulu m'amuser et mettre un Noctilux 58 mm dessus. Et c'était incroyable. Et même si, effectivement, tu galères un peu avec la mise au point, notamment sur du portrait, parce que très, très vite, tu passes d'un œil à un autre, quand tu as une image où la netteté est dedans, tu peux zoomer, tu vas chercher, tu as toute l'information, tu as le détail. Enfin, c'est vraiment bluffant. Donc voilà pour ces deux marques-là. Et puis après, on a Sigma qui est là aussi avec... même si c'est quand même plus sporadique, dirons-nous, au niveau de la demande, le FP qui est toujours parmi nous, je vais dire. Et puis, on a parlé de la Blackmagic. Bon. Et si on jouait un petit peu à Madame Irma, je vais voir d'ailleurs si j'ai toujours voilà, l'effet sonore. Selon, dans un spa, là. Selon vous, Ronnie et Benjamin, quels sont les boîtiers en monture L qui pourraient voir le jour dans quelques mois ou dans... Alors qui pourrait ou qu'on aimerait les deux, pourrait, aimerait, c'est un peu la même chose. Alors je vais me lancer, moi j'aimerais bien, du côté de chez Lumix, qui ressuscite les S1. Moi, j'aimais beaucoup en fait les S1, notamment le S1R, que je trouvais un boîtier formidable en termes de prise en main, d'ergonomie, avec l'écran sur le dessus. C'est un peu comme le premier G9 par rapport au G9 II. Il y avait plein de petits outils caractéristiques qui sont chouettes pour les photographes, je trouve. Et puis finalement, on voit avec le temps que les gens font plus si attention que ça à la compacité. Quand je vois le succès du Z8, le Z8, c'est pas un petit hybride, quoi. C'est pas un petit boîtier, il est costaud. Donc je me dis que ce genre de boîtier a encore peut-être sa place. Donc un S1 R2 ou quelque chose comme ça, moi ça m'irait bien. Ouais, je suis assez d'accord sur le... En tout cas, alors sans donner de nom ni sans donner de taille, mais effectivement, et on l'a dit avec le SL3 qui est le plus défini, je pense que Panasonic aurait intérêt à faire un boîtier en monture L avec plus de pixels. Et le deuxième auquel je pense spontanément, parce que j'ai aussi adoré ce boîtier, c'est le S1H. Et c'est vrai que le S1H, pour un usage... vidéo vraiment à 100%, un peu comme la série des A7S chez Sony, pourrait mériter d'avoir une nouvelle sortie avec des évolutions techniques sur l'autofocus évidemment, sur encore la montée en sensibilité, sur peut-être des codecs plus adéquats avec ce qu'on connaît aujourd'hui, pourquoi pas aller aussi un peu sur les plates-bandes Blackmagic. Bon, alors ça, c'est pour Panasonic. Bon, pour Sigma, c'est une fausse question, hein, puisqu'on sait à peu près ce qu'il y a dans les cartons, même si c'est une arlésienne maintenant. Mais les cartons commencent à être un peu âgés quand même. Ils commencent à dater de 2018 surtout. Le Sigma FP full frame avec la technologie Foveon, qui a priori est toujours en cours de développement, impossible de savoir si ce produit sortira un jour ou non. Et chez Leica, moi je me demande, Ronnie, est-ce que tu penses qu'il y aurait une place pour soit la résurrection des hybrides APS-C chez Leica en monture L, je pense par exemple
au CL que moi j'ai adoré, notamment dans sa déclinaison Paul Smith, mais ça j'en ai déjà parlé à longueur de temps à ces micros. Mais voilà, je sais pas. La PSC hybride chez Leica, peut-être un tarif un chouïa plus abordable, ça aurait du sens selon toi? Je sais pas trop. Je sais pas trop parce que si on regarde bien, malgré tout, il va y avoir une question de très très vite de gamme optique. On en parlait et on va continuer à en parler. Aujourd'hui, la gamme optique qui sort, que ce soit chez Leica, chez Sigma ou autre, est quand même plutôt axée sur le full frame. Alors même s'il y a une incompatibilité, bien entendu, il y a une question d'adaptation focale, il y a une question de taille qui est présente. Et ensuite, parce que je sais pas si Leica va avoir la vocation à aller chercher de la PSC. Moi, si tu veux, mon avis sur, alors ça sera pas un hybride pour le coup, mais sur le produit que j'attendrais, c'est aujourd'hui, je vois que Benjamin hoche la tête, tu me vois venir, c'est quelque chose qui va aller en compact expert, un Deluxe, voilà, un Deluxe, je sais pas quoi, est-ce qu'il s'appellera toujours comme ça ou pas, j'en sais rien. Est-ce qu'on met de la PSC là-dedans alors que jusqu'à présent c'était du micro 4 tiers, j'en sais rien, mais pour moi, ils ont plutôt intérêt à se mettre là-dedans parce que Panasonic ayant arrêté du coup en fait le compact, puisque TZ200 et LX100 Mark II, il n'y aura plus, eh bien on se retrouve avec du compact expert sur le X100 en APS-C, Ricoh avec la série DGR et les deux nouveaux qui sont à venir. Et c'est tout. Et donc, du coup, je pense que là, il y a vraiment une place à aller chercher. Et pour le coup, sur, entre guillemets, du vrai Leica. C'est-à-dire que non pas repartir de quelque chose d'existant, comme c'était le cas avec le Pana, avec des signaux et des transformations à la mode Leica, mais faire vraiment un Leica compact expert. Un Q3 en plus petit, quoi. Ouais, mais quand on parle de Leica plus petit en monture L et de CL, moi je repense aussi à ce qu'ils avaient sorti à l'époque en complément des Leica M, c'est-à-dire un Leica CL argentique 24-36 dans les années 70. Et pourquoi pas imaginer un Leica CL, donc plein format en monture L, mais dans une version beaucoup plus minimaliste, à un prix aussi plus doux. Ça pourrait être sympa aussi pour taquiner les Sony Alpha 7C 2, Alpha 7C R2 aussi qui sont très Alpha 7C R qui sont très réussis et pourquoi pas. Ouais. Après, l'imaginaire là-dessus, je pense que chacun va avoir un petit peu son idée, son envie et sa liste, exactement. Après, on verra si lequel de nous, si un de nous deux qui a gagné, Madame Irma nous dira. Bon, on va rentrer un petit peu dans les optiques maintenant. C'est quoi les constructeurs, du coup, qui proposent des optiques actives en monture L? Je n'entends pas active avec autofocus naturellement. Eh bien, bon, si je me lance, je sais pas, on fait un tour de table ou tu veux que je cite Non, vas-y, Ronnie, ouais, je t'en prie. Hein. On l'a dit tout à l'heure, on a Sigma, on a Panasonic, on a Leica, on a Samyang, on a Viltrox, dont on a parlé en début d'émission, et avec autofocus, est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Non, je crois que c'est tout. Non, je pense pas. Ouais. Bon, après, il y a évidemment tous les constructeurs qui proposent des optiques manuelles en monture L. Je crois que la OA, évidemment, a toutes ces optiques qui sont déclinées en monture L. Il doit y en avoir d'autres, j'imagine. Il y a du TT Artisan, Seven Artisan, je crois qu'ils en ont. Meilleure Optique ou Bayer Optique, si je dis pas de bêtises, qui en a également. Donc, on va quand même... Il y a un florilège de tous ces petits constructeurs, si j'ose dire, qui commencent à développer de la monture L. Quels sont les avantages et les inconvénients de la monture L si on essaye d'être un peu honnête et objectif? Ronnie, peut-être pour commencer, les avantages. C'est toujours difficile, moi je dois vous avouer cette question, parce que hormis lorsqu'on va avoir par exemple une monture qui est plus grande ou qui permet d'avoir des optiques de plus grosse luminosité. On parlait de la monture Z qui a cette caractéristique par exemple. Après, c'est assez délicat parce que si on parle vraiment de mécanique, je ne suis pas sûr qu'on puisse dire qu'il y a vraiment un avantage et un inconvénient. Après, aujourd'hui, si je regarde l'écosystème, l'avantage de la monture L pour quelqu'un qui va être en possession d'un boîtier L, c'est qu'on a quand même un choix qui est large et plus large que ce qu'on peut obtenir, je le citais, sur Nikon et sur Canon. Un peu moins qu'en Sony, mais c'est quand même très avantageux. C'est pour moi, là tout de suite maintenant, le principal avantage. Et Benjamin, s'il y avait des inconvénients à lister?
C'est pas facile finalement d'en trouver beaucoup. Des inconvénients, je dirais qu'il y a encore des trous peut-être dans les gammes optiques, mais ça on va y venir, hein, puisqu'on va parler un peu de sélection, donc je vais pas trop m'avancer là-dessus. Même si je dirais qu'il manque peut-être de gamme optique ciné vraiment dédiée à la monture L, quelque part. Je dirais que c'est ça qui manque un peu, et notamment d'optique anamorphique, avec des boîtiers comme les Lumix S qui ont des modes anamorphiques, ce qui est plutôt rare hein, sur des boîtiers aux alentours de 2000 €. Peut-être que c'est de ce côté-là qu'il faudrait aller. Ouais, d'ailleurs, on parlait, je reviens dessus. J'allais dire Sirui qui propose exactement, des modèles en monture L. C'est anamorphique. C'est exactement ce que j'allais dire en anamorphique. C'est Sirui qui aujourd'hui propose une gamme qu'on propose d'ailleurs et qui est assez intéressante en rapport qualité-prix. Prix très abordable. Hein, oui. Et les Laowa ciné aussi. Bon. Alors maintenant qu'on sait tout sur la monture L, on va passer à la sélection d'optiques, hein, que ce soit évidemment des zooms ou des focales fixes, pour différents types d'usages. Et on va monter progressivement dans les focales en commençant naturellement par les grands angles et super grands angles. On va se dire qu'on va monter jusqu'au 35 mm pour s'adapter à un usage de la photographie ou de la vidéo, paysage jusqu'au reportage. Alors Ronnie, qu'est-ce qu'on peut proposer en monture L d'intéressant dans cette catégorie des grands angles, je le rappelle, zoom ou focale fixe? Alors, moi, j'ai sélectionné deux optiques que j'aime beaucoup. Alors, je me suis limité parce que, voilà, comme on commence en gros à 14 et on va jusqu'à 35, j'étais obligé de faire un choix. Alors, moi, pour l'ultra grand angle, j'aime beaucoup le 14-24 Sigma DGD Art. Ouais. Voilà, qui a été refait du coup spécifiquement pour les hybrides, qui pour de l'ultra grand angle, de l'architecture, du paysage est vraiment excellent. Si reproche il y avait, si on peut le dire, c'est la lentille bombée qui permet pas de mettre des filtres facilement, même si on peut les insérer à l'arrière. Mais c'est un super choix et la qualité est vraiment au rendez-vous. Ça, c'est le premier. Ensuite, j'ai pris une focale fixe. Parce que du coup, en fait, comme on l'a dit au niveau des marques tout à l'heure, il va y avoir beaucoup quand même de Sigma parce qu'ils ont des rapports qualité-prix forcément imbattables. Donc, j'ai voulu aller chercher une optique Leica parce qu'on ne s'est pas donné de limite de budget. Et là-dedans, le 21 f2 super aposummicron asphérique, moi, je trouve que c'est une optique... 5410 € hein, pour les auditeurs. On a dit pas de limite de budget. Oui, faut taire le prix. Je précise. Le prix n'est pas un sujet, voyons. Non, mais voilà, c'est pas ça, c'est qu'on ne s'est pas limité. Et du coup, en se limitant pas, je me dis que cette focale-là, 21, qui est justement un peu atypique, si j'ose dire, qui va chercher quand même sur le très grand angle, moi j'aime beaucoup. Voilà. Non, mais après, c'est intéressant et c'est un des critères de la monture L, c'est qu'on a énormément de choix. Tu parles du 21 mm Leica. Si on tourne autour du 18, 20, 21 mm, c'est pas compliqué. On a le choix entre 4 optiques différentes actives à des niveaux de prix totalement différents. On a le modèle Lumix, 18 mm f1.8 qui est proposé aux alentours des 900 €. On a le modèle Sigma Art f1.4 qui est proposé un peu plus de 1000 €. On a la version Contemporary 20 mm f2 chez Sigma qui est proposé à 729 €. Et ce 21 mm f2 Leica à quasiment 5500 €. Oui, moi de mon côté, j'ai retenu 2 modèles, on va dire, plus accessibles au commun des mortels. J'adore le 14-24 Sigma, je l'ai beaucoup utilisé et en monture L, mais je le trouve un peu lourd. Et c'est vrai que quand tu aimes utiliser des filtres, notamment grand angle, ce qui est mon cas, alors certes, comme tu l'as dit Ronnie, et c'est tout à fait vrai, on peut en insérer à l'arrière, mais je trouve plus pratique de le faire à l'avant. Et j'adore chez Sigma toujours le 16-28 Contemporary, qui est une optique qu'on peut trouver à moins de 1000 €, qui est très légère, qui a un zooming interne. Ça, c'est un point important aussi. C'est-à-dire que le fût ne se déploie pas, donc ça évite l'intrusion de poussière. C'est vraiment, c'est tout léger. C'est une superbe optique. f2.8 constant, grand angle, en basse lumière. C'est chouette, même si la plupart des boîtiers sont stabilisés désormais. Et côté focale fixe, j'aime beaucoup le Lumix 18 mm f1.8, qui est une focale assez originale. J'ai pu la tester et photographier des aurores boréales là, en début d'année. J'ai adoré sa légèreté aussi. Et puis bon, les focales fixes, c'est toujours intéressant aussi pour se faire l'œil, se faire les pieds aussi, puisqu'on zoome avec les pieds. Et je trouve que c'est une optique facile à glisser dans le sac et qui servira peut-être aussi aux vlogueurs. C'est très, très intéressant pour faire un peu de vlog.
Ronnie, est-ce qu'on voit souvent les utilisateurs, tes clients, être complètement fans absolus de la marque de leur appareil photo et du coup ne jurer que par les optiques constructeurs natives, ou finalement un utilisateur de Lumix peut tout à fait envisager d'acheter des optiques Sigma, un utilisateur de SL tout à fait utiliser des optiques Sigma? J'imagine que l'inverse est un petit peu plus rare. On voit rarement des optiques Lumix sur un Leica SL. Justement, c'est ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, je pense que les utilisateurs vont chercher et ferrer le bon rapport prix, performance rapporté à leur usage. Donc, c'est vrai que parfois, on peut être sur une optique de la même marque. Parfois, on va aller chercher, on a l'habitude du Sigma pour mettre notamment effectivement sur du Lumix. Après, voilà, l'exception, c'est les utilisateurs de la série SL qui, pour beaucoup, vont quand même souvent privilégier la marque Leica pour des arguments qui sont après plus ou moins valides, mais qui existent. Et simplement, c'est vrai que quand même, on arrive à voir maintenant du Sigma Art sur du Leica SL. Et je le disais tout à l'heure, des focales comme le 24-70, des focales comme les 35-50 en série Art, même le 85, on commence à les voir apparaître sur du SL. Et c'est pas pour autant une concession qui est faite là-dessus. On continue avec une série d'optiques ultra importantes puisqu'il s'agit des zooms transstandards permettant de faire un peu tout, du paysage, du portrait, du reportage. Qu'est-ce qu'on peut proposer à nos chers utilisateurs en sachant que les amoureux inconditionnels de Leica vont devoir faire chauffer la carte bleue sur ce sujet-là? Ouais, c'est ça. Alors, moi, j'en ai sélectionné 2. Je pense qu'on a peut-être tous les mêmes. J'en ai qu'une. T'en as qu'une. Alors, vas-y, commence. Je te la laisse. Comme ça, si je prends l'autre. Allez, je me lance. Moi, j'ai pris le Lumix 24-105 f4, en fait, qui est proposé en kit, souvent, qui a l'appellation macro. Et donc, c'est pas une optique qui propose un rapport 1:1, mais qui permet de faire la mise au point à 30 cm du sujet, même à 105 mm. Donc, ça permet de faire de la proxy de qualité. C'est une optique qui, en plus, est stabilisée. Donc, on peut utiliser la double stab avec le boîtier, un boîtier Lumix, parce que la double stab ne marchera pas avec un Leica ou un Sigma. Mais c'est une optique que je trouve de qualité, vraiment bon compromis. Aux alentours de 1400 €, on peut même la trouver moins chère. Donc, le transstandard un peu à tout faire, même si en matière de transstandard, je préfère les 24-120, par exemple chez Nikkor. Je trouve que c'est encore plus polyvalent à F4. Mais là, pour débuter, un kit avec ça, on peut vraiment tout faire. Ouais, je suis d'accord, je l'avais évidemment. Et après, le deuxième que j'y mets, c'est le 24-70-2.8, toujours dans la série Art des GDN, parce que voilà, c'est vraiment une optique que je trouve excellente, qui va se marier aussi bien avec du Lumix, avec du Leica. Et bon, aussi avec d'autres marques dans d'autres montures. Mais c'est une optique d'exception. Tu parlais de tarifs. On est à 1200 € pour un 24-70-2.8. Ça reste quand même extrêmement raisonnable. Et la qualité n'est plus approuvée sur cette optique-là. Voilà. C'est super dur quand même parce que des 24-70 mm f2.8 constants, il y en a 3. Chez Lumix, il vaut aux alentours de 2000. Chez Sigma, aux alentours de 1200. Et chez Leica, aux alentours de 3000. Quoi. Donc mais comme l'a dit Ronnie, en termes de rapport qualité-prix, je pense que ouais. Sigma, il n'y a pas photo en fait. C'est clair. Alors avant de passer à la prochaine catégorie, je vous propose qu'on écoute de nouveau le réalisateur et étalonneur Adelin Scioli qui nous parle de ses optiques de prédilection pour la vidéo et de ce qu'il aimerait voir arriver dans le futur. Nous, en fait, si vous voulez, en vidéo, on a souvent tendance à chercher finalement l'inverse du photographe. C'est-à-dire qu'en photo, on va vouloir ce côté très sharp, très net. Alors, pas tout le temps, hein, bien sûr, mais dans l'idée, on veut une optique qui soit assez chirurgicale. Et finalement, nous, en vidéo, c'est tout le contraire. Et paradoxalement, en fait, Lumix, je trouve qu'ils ont réussi depuis toujours, à capter le côté vidéaste. Les optiques que j'utilise le plus souvent, en fait, ça va dépendre des prestations. Mais mon optique, pour l'instant, fétiche, du coup, dans la monture L, je pense que c'est le 51.4 de Panasonic, le S Pro.
Je suis juste fan en fait de cette optique-là en vidéo et je lui fais un traitement un peu particulier puisque je la rediffuse en plus. Alors elle est déjà très très diffuse, cette optique est déjà très douce, mais moi je la rediffuse par-dessus, je lui mets un filtre de diffusion par-dessus et j'adore vraiment le traitement qu'il y a là. Enfin je sais pas, j'adore cette optique. Globalement toute la série Lumix S en fait de chez Pana, elle est vraiment excellente pour le rapport qualité-prix, taille, poids. J'aime aussi beaucoup, je ne sais pas si vous connaissez, mais le 35-1.2 de chez Sigma, que je trouve aussi très très beau en vidéo. Et puis, j'utilise aussi des anamorphiques quand je le peux, suivant les projets. En général, j'utilise soit les Laowa nanomorphes, que je trouve vraiment pas mal, sur la monturelle, soit les Sirui avec l'adaptateur. Alors là-dessus, je suis encore un peu poussif, hein, mais j'aime bien pousser avec à la fois l'optique plus l'adaptateur pour avoir un rapport de compression de 1,9 et tu vois, j'aime bien utiliser ça. Donc ça, c'est vraiment les setups que j'utilise tout le temps. Et en fait, moi, ce que j'aimerais voir à l'avenir chez Lumix, c'est qu'ils continuent toujours plus dans un développement hybride, bien entendu, pour que les photographes s'y retrouvent aussi, mais que on ait, nous, la possibilité d'avoir des optiques qui soient toujours constantes en termes de douceur, qu'on garde ce côté avec cet ADN un peu ciné, si on a envie d'aller sur ce sujet-là. Moi, c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est que ça dépend après, bien entendu, des projets, hein, vous imaginez, mais tu vois, vous voyez, j'aimerais bien avoir une gamme cinéma chez Panasonic. J'aimerais bien avoir une gamme d'optique cinéma, c'est-à-dire avec un carrossage cinéma, donc c'est-à-dire un carrossage fixe, peu importe la focale, ce qui est déjà le cas de la série Lumix S, mais qui est en carrossé photo sans bague crantée pour utiliser le follow focus. Donc j'aimerais qu'on ait un carrossage cinéma, des optiques cinéma, avec peut-être une conception cette fois-ci, évidemment ancrée sur le côté cinéma et donc extrêmement douce. Voilà. Et puis sinon, quelque chose qui me ferait vraiment rêver dans les optiques que j'aimerais vraiment avoir, je rêverais que Lumix se mette à faire des optiques anamorphiques. Voilà. Ça, c'est vraiment un rêve. Ce serait probable, ça, que Lumix se lance sur des optiques anamorphiques. Je suis pas sûr, moi, hein, pour le coup. Là, on peut jouer Madame Irma encore. En tout cas, ce serait chouette et ce serait en adéquation avec ce qu'ils proposent dans leur boîtier. Mais finalement, il en vient à Sirui et Laowa. On en parlait tout à l'heure. Et bon, l'offre, elle est là en anamorphique. Et ça reste quand même une niche d'utilisateurs. Donc, est-ce que Panasonic aurait intérêt à le faire? Pour l'instant, ils le font pas, quoi. On continue donc avec les focales normales et les petits téléobjectifs. Et on va se dire qu'on va monter jusqu'au 135 mm pour donc le reportage, le portrait et on va inclure la macro. Qu'est-ce qu'on peut proposer sur ces thématiques-là, Ronnie ? Alors, moi j'ai sélectionné trois optiques, une pour chaque que tu as cité. Pour la focale normale, je vais anticiper un peu la venue parce qu'il semble très prometteur du 51.2 Art de chez Sigma. Grande ouverture, très grande ouverture, même petit format, petite taille, très 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 léger. Donc pour les adeptes de la grande ouverture et du bokeh, je pense que ça va faire des ravages. Ensuite, pour le portrait, alors on avait pléthore et j'aurais pu citer plein de choses, mais là pour le coup, je vais aller vers du petit très léger avec les iSeries et le 90 mm de 8. Que j'aime beaucoup, qui est effectivement très compact, très léger, et pour faire du portrait, je trouve ça étonnant. Et enfin, pour le macro, je vais donner la part à Panasonic avec le 100 mm 2.8 sorti il n'y a pas très très longtemps et qui fait le taf, qui est excellent et qui reste assez raisonnable en termes de poids d'encombrement aussi. Oui, il a l'air remarquable. Il a les mêmes dimensions que toutes les optiques à 1.8 de la marque Lumix S. C'est ça. 18, 35, 50 et 85. Donc, à monter sur des gimbals ou pour utiliser des filtres, c'est vachement bien. Pour ma part, en optique à portrait et chez Sigma, dans la iSeries, mon optique de prédilection et que j'adore, c'est le 65 mm f2. Qui est une optique un peu à tout faire, pas que du portrait, on peut faire de la street, on peut faire vraiment pas mal de choses. Construction tout en métal, bac de diaph, c'est juste un bonheur. Le bokeh est somptueux, donc j'adore cette optique. Et sinon, en petit télé, je trouve que chez Lumix, le 85 mm 1.8 reste accessible à moins de 700 € et la qualité d'image est très bonne. Mais ironiquement, comme c'est une
une catégorie qu'on a classée jusqu'au 135 mm. Je déplore pour ma part l'absence justement d'un 135 mm plein format en monturel parce que c'est une optique, une focale que j'adore. Chez Sony par exemple, le 135 mm 1.8 G Master est pour moi un régal, un bonheur absolu. Et j'aimerais en tout cas qu'il y ait une telle optique, que Sigma en fasse une, ou Lumix ou Leica. Sigma a une belle histoire dans le domaine de l'optique à portrait. Je me souviens de leur 105 mm 1.4. Je crois que tu l'as cité tout à l'heure d'ailleurs, Ronnie, qu'ils ont décliné au début avec un petit adaptateur. Et franchement, s'ils faisaient une telle optique, ce serait formidable. Bah, ils avaient le 135 1.8 qui était aussi sur cette monture-là. Alors, ils n'ont pas refait, mais ils mériteraient peut-être de passer en DGDN lui aussi. Je suis assez d'accord. Ils savent faire. Et on termine naturellement cette sélection de produits avec les téléobjectifs et super téléobjectifs pour la pratique de la photo de sport et de la photo animalière. Ronnie, si on veut aller voir loin en monture L, qu'est-ce qui s'offre à nous? Si on veut aller voir loin, moi j'ai sélectionné le 6600 chez Sigma pour sa polyvalence. C'est vraiment une amplitude inédite qui existe évidemment aussi en monture Sony, mais qui offre la possibilité de pouvoir démarrer assez proche, et notamment c'est vrai que sur des safaris par exemple, tu peux avoir la chance parfois d'avoir des animaux qui se rapprochent de toi, et quand tu es avec les 150-600, 150 parfois tu es un peu loin et tu es obligé d'avoir un deuxième objectif ou un deuxième boîtier avec un 70-200. Tout le monde ne peut pas forcément se permettre d'avoir deux boîtiers, que ce soit financièrement ou physiquement. Donc le 6600 pour ça est vraiment top. Et si on revient plus sur le sport, c'est vrai que la catégorie sport avec le 70-200 2.8, encore une fois chez Sigma, vraiment exceptionnel. Et après, j'en prends juste un dernier parce que je suis obligé de citer le 70-200 F4 pour le coup de la série Pana, que j'aime beaucoup et qui va avoir quand même des avantages, notamment comme beaucoup d'optiques dans cette série-là, de la bague de mise au point, qui a une course qui est contrôlable, c'est-à-dire qu'on n'a pas, elle tourne pas à l'infini, donc on peut la monter et la descendre et permettre d'avoir un contrôle sur la mise au point qui est beaucoup plus précis. Ouais, pour ma part, ce sera du micro 4 tiers pour les longues focales, parce que ça va plus loin. Mais puisqu'il faut en choisir en monturel, ok, mais j'irai sur le 150-600 de Sigma, mais c'est tout à fait juste ce que tu as dit, Ronnie. Après, je préfère quand même avoir ce luxe d'avoir un boîtier à côté avec, par exemple, un 16-28, un grand angle, et le 150-600 à côté, quitte à avoir un trou entre les deux. Mais bon, après, ça, c'est des partis pris. Ça suppose d'avoir plus de matériel aussi, mais ça permet de ne pas changer d'optique, de ne pas prendre le risque aussi d'avoir de la poussière sur le capteur. Et le 150-600 me paraît plus maniable que le 60-600 et il est moins cher. Bon, voilà. Après, tout ça se rationalise en fonction des besoins et du porte-monnaie. Et chez Lumix, j'aime beaucoup le 70-300 qui, comme le 24-105, est estampillé macro. Donc, et comme le 24-105 ne fait pas de macro, mais qui permet de faire de la proxy avec un piqué qui est absolument étonnant. Pour une ouverture glissante comme ça, et une optique qui n'est pas dans la gamme pro, Lumix S. Je trouve que c'est un très très bon choix. À moins de 1 000 €, je le conseille. Et on peut quand même souligner le très faible choix de grosses focales fixes en monture L. Alors, il y a un récent 500 mm f5.6 Sport proposé par Sigma, mais c'est absolument tout. Il n'y a pas de 200, il n'y a pas de 400, il n'y a pas de 600, et il y a encore moins de 1200 millimètres. Et ça, pour le coup, je pense que c'est un gros vivier de développement pour nos trois constructeurs, d'aller venir offrir des opportunités de gros télé un peu lumineux pour contenter les desiderata des photographes sportifs et animaliers les plus exigeants. On a fait un très beau tour du sujet. Peut-être votre analyse finale, est-ce qu'il y a, mis à part ces gros télés, d'autres catégories, typologies d'optiques en monture L qui n'existent pas encore et qui devraient voir le jour prochainement?
Bon, on a cité tout à l'heure le 135 qui nous fait un peu envie. On a parlé des optiques anamorphiques qui pourraient être un axe de développement. Après, pour le reste, je pense qu'il y a déjà un choix qui est assez large. Et puis qu'il va falloir petit à petit que ça vienne continuer un peu à s'étoffer. Mais on n'a pas une type. Alors si on peut aller, tiens, en y pensant, je me dis, mais c'est plus trop dans l'air du temps. Mais une optique à basculer décentrement, pourquoi pas, pour aller Oui, mais ça travailler vaut pour l'archi. tout le monde. Non, mais je suis d'accord. C'est Là, pour ça que le je dis, coup, il pourrait être un peu novateur là-dessus. Mais voilà, sinon. non, mais oui, je crois qu'on a bien balayé le truc. Hein. Les optiques anamorphiques, Adelin le disait aussi dans son témoignage, qui est un vidéaste. Ça aurait du sens. Les 135 mm, et tu l'as dit très justement, Arthur, c'est vrai qu'en longue focale fixe, Sigma montre la voie avec ce 500 mm qui est pas d'une ouverture dingue, mais qui est ultra léger, C'est ça. Ouais. et qui est donc très maniable. Mais c'est vrai que c'est là que peut-être il y a un axe de boulot. Bon. Allez, on va conclure sur ces mots. Merci Ronnie, évidemment, et merci Benjamin pour vos conseils avisés. On passe à la suite et on attaque le débrief. Nous sommes toujours avec Ronnie Studienne de la boutique IPLN pour cette grande émission dédiée à la monture L. C'est le moment du débrief qui vous est présenté, mon cher Ronnie, par ipln.fr, le spécialiste photo et vidéo. Ronnie, si on devait essayer de résumer et de synthétiser tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission, ma première question est la suivante. Depuis quand existe la monture L et quelle est son histoire ? Eh bien, la monture L 2014, comme on a dit, avec le Leica, avec leur premier boîtier CL en APS-C. Donc ça, c'est les premiers à l'avoir utilisé. Puis ensuite, en 2018, on a la L-Mount Alliance, dans laquelle Panasonic et Sigma viennent se greffer. Et de là découle la sortie de boîtiers, du S1, S1H, S1R chez Panasonic, du FP chez Sigma. Et puis, petit à petit, on a un développement de la gamme, renouvellement de gamme optique chez Sigma avec la création d'optiques en DGDN, donc en monture spécifiquement adaptée pour les hybrides. On continue chez Leica, SL2, SL2S, SL3 très très récemment. Et on en parlait chez Panasonic également avec les S5II, S5IIX qui viennent d'être mises à jour. Est-ce que selon toi, aujourd'hui, le système L et la monture L peut faire face à la monture E de chez Sony, la monture Canon RF et la monture Nikon Z ? Oui. Parce qu'au final, comme on en a parlé tout à l'heure brièvement, le choix est quand même large. Pas autant que chez Sony, mais plus que chez Nikon et Canon. Après, pour le coup, ça va passer aussi obligatoirement, et là, la mise à jour qui vient d'arriver va en ce sens, par des boîtiers qui sont au niveau. C'est ça qui va être pour moi le plus important, parce que derrière, on a Sigma qui est un vrai constructeur optique. Donc, je pense que la conception des optiques, la réactivité de création, tout ça, ils l'auront. On a Leica qui est la Rolls-Royce de l'optique. Donc, s'il doit faire des optiques d'exception, ils savent faire. Derrière, va incomber un peu plus à Panasonic. Pour moi, le développement et l'inventivité au niveau des boîtiers. Tu disais tout à l'heure, il n'y a pas d'optique télé pour le sport, etc. C'est vrai, mais en toute franchise, est-ce qu'aujourd'hui, on a un boîtier qui serait en mesure de dire, je peux, comme un Alpha 9 III ou comme un Alpha One ou comme un Z8, aller faire du sport professionnellement ou de la photo d'action professionnellement? En toute franchise, je ne pense pas. Donc, c'est pas complètement idiot de ne pas faire et de commencer petit à petit tant que le boîtier n'est pas là. Oui, d'ailleurs, on a oublié quand même de signaler à ce titre-là que depuis l'année dernière, il y a la détection de phase qui est arrivée sur les boîtiers. Et ça, c'est pas rien, même par rapport au développement des optiques, parce que du coup, ça va permettre d'élargir le champ d'action de ces boîtiers-là, et notamment la détection aussi des voitures ou de ce genre de véhicules qui arrivent dans l'AF des boîtiers. Eh ben, ça va peut-être ouvrir justement de nouvelles perspectives aux utilisateurs. Et il y a quand même des modes rafale, certes électroniques, qui sont très élevés, notamment sur le S5II, même si on n'atteint pas les valeurs délirantes des concurrents. Selon toi, Ronnie, c'est pas selon toi, quel est, de ton point de vue, ton top 3 des optiques en monture L à recommander ?
tout usage, tout de gamme, Ouais, tout... top 3. C'est la question qui tue sans jingle, en fait. Elle vient Non, te cueillir comme ça. Attends, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Je dirais... Imagine que tu as quelqu'un ouais. qui vient te voir, qui achète un S5 II, premier boîtier full frame, il a envie de se faire plaisir, il veut 3 optiques, qu'est-ce que tu lui conseilles? Eh ben, on va aller vers un 24-105 pour la polyvalence et le prix intéressant du kit avec un S5 II. On va aller en complément vers un 85 1.4 pour du portrait. Et ensuite, en dernier, je mettrais soit un 16-28 pour le très grand angle, soit un 150-600 parce que ce monsieur est adepte de la photo animalière, ou parce qu'on l'a pas cité tout à l'heure aussi, et il me revient, si on reste dans quelque chose avec un rapport qualité-prix intéressant et pour ouvrir le spectre d'utilisation, le 100-400 chez Sigma, qui est à moins de 1 000 € et qui est plus compact et qui du coup pourrait être très complémentaire, 16-28, 24-105, 100-400. Voilà, ça pourrait être une triplette gagnante. Et on glisse une focale fixe là-dedans, le 65 mm f2. Pour te faire plaisir. Ouais, merci. Pour faire plaisir à un Benjamin. Ok, merci Ronnie pour toutes ces explications. Il est temps de passer à la dernière partie de cette émission et d'attaquer le traditionnel quiz. Ronnie, le principe du quiz est très simple, je te le rappelle. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram en lien ou non avec le sujet de cette émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Et crois-moi, ça va pas être facile. As-tu bien compris la consigne ? Oui. Alors on y va. Une première question qui nous vient d'une dénommée Claire. Est-ce qu'il arrive un jour le FP Fauvéon promis par Sigma ? Alors, si on va que sur des questions comme ça... Je t'avais dit que ça allait pas être facile. Hein. C'est les questions des gens. C'est les questions des gens, j'y peux rien, moi. Tu crames déjà ton joker, tu n'en as qu'un. Non, y a pas de, je prends pas jamais de joker. Je vais dire simplement à Claire que si elle arrive, elle, à avoir la réponse à cette question de façon définitive, je suis preneur d'un message sur le compte Instagram d'IPLN. De mon côté, et comme on l'a dit tout à l'heure, on l'espère, mais je n'aurai pas d'informations à communiquer de façon officielle pour dire que oui, ça arrive. Bon, on va faire un copier-coller de ta réponse. C'est et puis peut-être cette on va l'appliquer question, nous-mêmes. on aurait dû la poser à monsieur Katsuto Yamaki. Plutôt. Certainement. Évidemment. Il nous fournira la même réponse que depuis quelques années, malheureusement. Deuxième question qui nous vient de Mr. Mo. Je viens d'acheter un Lumix S5. Est-ce que vous auriez une belle optique à portrait à me conseiller ? Benjamin, tu n'as pas le droit de répondre. Alors oui, bien évidemment, il y aurait le 65 mm de chez Sigma. Ça y est, c'est rentré dans la tête, c'est bon. Encore une fois, pour faire plaisir à Benjamin. Quelle est ton influence ? Exactement. Non, moi, perso, je l'ai dit tout à l'heure, le 90 mm 2.8 de la série Sigma, un peu dans cette même gamme, j'adore. Et après, si on veut se faire vraiment plaisir monter en gamme, le 85 1.4 en DGDN. Et si on reste chez Panasonic pour avoir quelque chose de un peu plus compact, 85 1.8. Rien à ajouter. Redoutable. Un choix cornélien sur la prochaine. Troisième question qui nous vient d'un dénommé Jean. Je veux m'offrir un beau 70-200 mm pour cet été. Est-ce que je pars sur le dernier modèle Sigma ou le modèle Lumix qui est plus cher ? Alors, très clairement, la réponse à cette question, pour moi, c'est le Sigma en rapport qualité-prix sans conteste. Par contre, le Panasonic, si on souhaite avoir peut-être une qualité de construction très légèrement supérieure, si on souhaite avoir également, j'en parlais tout à l'heure, la bague de mise au point qui peut être gérée de façon manuelle plus précise, sans aucun blocage. Et puis du coup, comme il est stabilisé aussi, la double stabilisation avec les boîtiers. Voilà. Je t'admire. et qui fonctionne très très bien avec le convertisseur, un 4 ou 2. Mais ça, c'est sûrement valable pour l'optique Sigma aussi. Quatrième question, compliquée, elle aussi, qui nous vient d'une dénommée Déborah. Moi, j'ai pas de boîtier en monture L, j'ai un EOS R6. Je veux donc les optiques Sigma en monture Canon RF.
Ah, effectivement, vous me les avez toutes faites. Là. Je répondrai à Déborah que moi aussi, je veux les optiques Sigma en monture RF. Je les attends. Je pense qu'on est beaucoup à partager cette opinion. On en parle avec et Sigma et Canon régulièrement quand on les voit. Et alors, ça bouge ? Je sais pas. Je comprends pas que ça bouge pas. Je sais pas qui bloque et pourquoi ça bloque. Mais oui, j'espère que ça arrivera très vite et ça sera bénéfique pour tout le monde. Donc, faut vraiment que ça vienne. Et pour Canon en premier, je pense. C'est ça. Mais pour Canon, pour Sigma, pour nous, pour les utilisateurs, pour vraiment tout le monde. Donc, je pense que tu peux peut-être essayer de les inviter. On les met autour de la table et puis on essaie de conclure le deal directement dans l'émission. On va faire des pancartes. Et pour terminer, une question de mes soins, une question qui tue. Et si Tamron entrait à son tour dans la Helmut Alliance ? Sur le principe, ça pourrait être encore une fois que bien, notamment pour les utilisateurs, encore une fois, parce que ça élargirait encore un petit peu plus le champ d'action et les possibilités de choix. On se rapprocherait de plus en plus du choix existant dans la monture Sony qui est la plus large. Après, est-ce que Sigma accepterait de faire rentrer Tamron, un concurrent vraiment direct, dans la monture je m'interroge. J'en suis pas certain. L'avenir nous le dira là encore, mais j'en suis pas sûr. Après, comme l'expliquait monsieur Yamaki, il semblerait que ça soit Leica et juste Leica qui est le final cut sur le choix des constructeurs qui peuvent intégrer ou non cette Helmut Alliance. On conclut. Le final peut-être. Après, je pense qu'il faut quand même qu'il y ait, faut ménager. Je ne vais pas dire un consensus, mais qui est que ça vienne pas créer des inimitiés à gauche à droite. Et là, c'est vrai que j'ai l'impression que c'est tellement frontal le Sigma Tamron que moi, ça m'étonnerait. Bon, allez, on conclut le quiz là-dessus. Merci, Ronnie. Nous voilà désormais à la fin de cette émission. Merci Ronnie une nouvelle fois d'avoir accepté notre invitation. Merci et d'avoir partagé tout ton savoir sur les produits sur le marché à nos auditeurs. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu cette offre spéciale Brothers qui arrive aujourd'hui même, jour de diffusion de cette émission? Ouais, c'est donc l'offre Power Browser qui Power en Browsers. Gros, exactement. Je vous invite encore une fois à aller regarder sur le site parce que la création artistique est vraiment très très sympa. C'est flashy, c'est Power Ranger style ou c'est quoi? Exactement, t'as tout compris. Donc allez regarder pour le reste. Et alors vraiment, c'est des offres très très larges. On a fait chacun de nous trois une sélection de marques ou de produits ou de kits particuliers avec des offres de prix intéressantes. Donc ça dure jusqu'à dimanche. Sur le site et en boutique, bien évidemment. J'espère que vous trouverez chaussures à votre pied. Il y en a pour tous les goûts, il y en a pour toutes les bourses, pour toutes les marques. Donc voilà, n'hésitez pas. Bon, c'est super. Merci Ronnie et à très bientôt. Merci beaucoup à tous les deux. Nous allons faire une petite pause dans cette saison 8 pour recharger les batteries et préparer la seconde série d'émissions. On vous donne donc rendez-vous le jeudi 2 mai prochain pour une grande émission dédiée aux photographes voyageurs en présence de Brice Portolano. Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et on se retrouve début mai. C'était Faut pas pousser les ISO, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Toutes les semaines, retrouvez Arthur Azoulay, Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets matos, techniques et inspiration. Cet épisode vous a été présenté par Sigma, fabricant indépendant d'objectifs et d'appareils photo 100% fabriqués au Japon. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes d'écoute comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à nous laisser un petit commentaire. Rendez-vous début mai pour un nouvel épisode. D'ici la fête de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les ISO.